recevant aujourd'hui Marion Sigaud, auteure de plusieurs ouvrages, historienne, et qui va traiter de la problématique des Lumières, qui est un paradigme que tout le monde a accepté parce qu'il est inculqué dans nos cervelles de la petite enfance jusqu'au dernier souffle. Et malheureusement, absolument personne ne se pose des questions réelles sur les instigateurs, les protagonistes, les faits réels dont il est question. Donc j'ai lu l'ouvrage sur le supplice de Damien. Je vous invite franchement à lire ces livres. C'est très très bien écrit. On se croirait à l'intérieur, on se retrouve au XVIIIe siècle. C'est vraiment exceptionnel avec des détails. Vraiment, c'est quelque chose de précieux. Et c'est par cette façon de faire que nous pouvons éventuellement savoir ce qui s'est passé, et savoir exactement ce qui s'est passé dans le détail, et voir éventuellement si c'est juste ou si c'est faux. Quand nous voyons un Mélenchon s'extasier devant les Lumières, en expliquant, en bavant les yeux qui brillent, en expliquant que c'était le virage que l'humanité a pris et qu'il a poussé vers le bonheur suprême, le nirvana, ça c'est quand même un raccourci, je dirais même, j'oserais dire, une bêtise. Donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je laisse Marion Sigaud commencer sa conférence. Alors merci Salim. Voilà, j'ai été interpellée récemment en écoutant Jean-Luc Mélenchon, alors pas uniquement dans la vidéo que nous a fournie Salim, mais ça fait un moment que je suis ce que ce monsieur raconte, et pas uniquement à l'occasion de l'élection présidentielle. Et j'ai noté une phrase qu'il a dit « J'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, c'est ma référence ultime ». Donc ça c'est dit et redit, c'est-à-dire que la référence ultime du front de gauche, mais on peut dire de la gauche en général, c'est les Lumières. Et il a ajouté, les Lumières correspondent à une émancipation radicale de la personne humaine. C'est-à-dire que les Lumières correspondent pour des gens comme lui, mais également pour des gens comme nous. C'est-à-dire que moi j'ai appris que les Lumières c'était ce tournant radical quand j'étais à l'école primaire, ensuite quand j'étais au lycée. Je suis une enfant de l'école publique gratuite, laïque et obligatoire. Quand j'étais petite j'allais au catéchisme, puisque j'ai reçu une éducation catholique, mais j'allais à la communale, j'allais au lycée public, et j'ai toujours entendu dire que les Lumières c'est l'invention de la tolérance, le recul de la superstition, parce que la superstition c'est croire aux signes extérieurs déconnectés de toute réalité, c'est un peu la bêtise, la superstition, et c'est le combat également contre l'ignorance, c'est-à-dire que les Lumières seraient au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle. Pour vous situer chronologiquement à quoi correspondent les Lumières, c'est en gros entre 1749 et 1770 à peu près, avec une rechute à la mort de Louis XVI, parce qu'à ce moment-là, les Lumières vont arriver au pouvoir. Je vous en ferai le détail tout à l'heure. Et ces 25 années, à peu près, correspondent au milieu du règne de Louis XV. Alors, Louis XV, arrière-petit-fils de Louis XIV, arrive au pouvoir en 1715. Enfin, c'était un petit garçon à l'époque, il y a eu une régence, mais il arrive véritablement aux affaires après la mort de son tuteur, autour des années 1740 à peu près. Il avait à cette époque-là 35 ans, et c'est là qu'a commencé, il a été circonscrit par une bande de gens qui lui ont mis entre les pattes une bourgeoise, qui l'a anoblie, qui l'a fait appeler la marquise de Pompadour, et le roi Louis XV a été vraiment entouré et serré de près par des gens qui étaient les gens des Lumières et qui étaient issus de la bourgeoisie. A priori, dans l'entourage du roi, il n'y a pas de bourgeois. Il y a des aristocrates, il n'y a pas de bourgeois. Et vraiment, à cette période-là, à partir de la Pompadour, et pour tout un tas de raisons également économiques et financières, tous les rois de France ont toujours manqué d'argent. Approcher le roi en lui disant « je connais des banquiers qui pourront, Majesté, vous faire quelques bons plans », c'est s'ouvrir la porte. Et la marquise de Pompadour était tout à fait issue de ces milieux-là. Donc le roi a été approché par toute une bande qu'on a appelée les philosophes, les gens des Lumières, et il y a eu un tournant dans le siècle à partir de ce moment-là. Et il y a eu un tournant
plus que dans le siècle, dans l'histoire de France, puisque les Lumières ont mené à la Révolution ce que tout le monde réclame. Hein, Mélenchon dit, et pas que lui, d'ailleurs je ne vais pas m'en prendre à lui particulièrement, parce que je n'ai pas à m'en prendre à lui particulièrement, mais également dans ce qu'on a appris, les Lumières ont préparé la Révolution, donc c'est une grande et belle chose, hein, puisque la Révolution c'est bien. On est d'accord, il y a des choses qu'il faut admettre. La Révolution c'est bien, les Lumières c'est bien, et tout va bien, et c'est grâce à la Révolution et les Lumières qu'on a la chance aujourd'hui de vivre dans un grand pays démocratique que chacun connaît. Voilà. Donc, moi je pense qu'il faut y regarder de plus près. Ce que j'entends dire à propos des Lumières, c'est que en fait c'est un humanisme. Et moi qui fais comme notre ami Salim, je me présente aux élections sous l'étiquette de Debout la République de Nicolas Dupont-Aignan, je colle les affiches. Et l'affiche du Front de gauche chez moi, elle est juste à côté de la mienne, et est marquée l'humain d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les Lumières, c'est l'humain, c'est l'humanisme. Et ça, c'est dit et redit. Promenez-vous sur Internet, allez sur des sites de gauche ou d'extrême gauche. Les Lumières, c'est l'humanisme. Mais l'humanisme, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y aurait, d'après ce langage, d'après cette façon de présenter les choses, un tournant au XVIIIe siècle où la superstition, l'ignorance et le fanatisme reculent au profit de l'humain. Qu'est-ce qui s'oppose à l'humain? C'est le divin, on va dire. Hein. C'est-à-dire que la religion, qui est signe d'intolérance, de superstition et d'ignorance, va reculer au bénéfice de l'homme. Voilà, l'homme, l'humain, avec un grand H. Bon. Or, il se trouve que, pour des raisons autres que mon intérêt pour les Lumières, j'ai repris sur le tard, c'est-à-dire il y a simplement une dizaine d'années, une douzaine d'années maintenant, des études d'histoire pour parler d'un autre sujet, mais comme le sujet que je voulais traiter, qui était notamment l'attentat d'Amiens, on en reparlera tout à l'heure, et également les trafics d'enfants sous l'Ancien Régime, j'ai été amené à croiser les protagonistes des Lumières. Et je ne les cherchais pas, je les ai simplement trouvés. Et ce que j'ai découvert, c'est quand même pas triste, c'est-à-dire que tout s'est écroulé. Tout ce que je croyais s'est écroulé, il n'y a plus rien qui tient debout. Je suis allé à la recherche, une fois que j'ai commencé à pêcher, j'ai tiré, et sur le filin est arrivé tout l'édifice. Et ce que je vais essayer de vous résumer, alors bon, je pourrais faire une conférence qui peut durer 10 heures, je pourrais vous la faire en 5 fois, je vais être obligé de raccourcir, de faire beaucoup de raccourcis, et certainement pas de traiter de tous les sujets qu'ont traité les Lumières, parce qu'ils ont traité de tout. Donc je vous ai fait une référence à l'humanisme. Les gens qui défendent le mouvement des Lumières disent que c'est un humanisme. Or, l'humanisme, ce ne sont pas eux qui l'ont inventé. Le mouvement humaniste est quelque chose qui est né à partir en Europe, en Europe occidentale. Nous parlons de l'Europe occidentale, je fais de l'histoire concernant la France et ce qui touche immédiatement. C'est évident que si on va un peu plus au sud, un peu plus au nord, on va trouver autre chose. Je me concentre sur l'histoire de France. J'ai vu qu'il y avait un joli drapeau derrière moi, dont je me flatte, dont je vous remercie. Donc, le mouvement des Lumières l'humanisme atteint la France en même temps que toute l'Europe occidentale après la découverte de l'Amérique. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que jusqu'à 1492, l'humanité, pour les gens qui pensent, est limitée à ce qu'on connaît. Donc, il y a les chrétiens, il y a les non-chrétiens, il y a les infidèles, il y a les gens à convertir ou les gens à exclure. Le monde est terminé, le monde est fini. Et voilà que brusquement, à partir du voyage de Christophe Colomb, le monde occidental prend connaissance qu'il existe une humanité insoupçonnée, qui a toutes les caractéristiques de l'humanité, mais qui ne connaît pas Dieu. Dieu tel qu'il est compris chez nous. C'est-à-dire des gens que n'a pas touché Jésus-Christ, dans leur optique, et qui ont toutes les caractéristiques extérieures des hommes quand même. Bon. Ils ont bien fait de comprendre que c'était des hommes, parce que les civilisations amérindiennes étaient absolument florissantes. Je veux dire, ils ne sont absolument pas tombés chez les barbares. Ça, il faut dire et le redire. La découverte de l'Amérique, ça a été la découverte de gens extrêmement civilisés, alors de civilisations inégales. Je ne veux pas dire que les Indiens étaient tout bons et que c'est pas ça que je veux dire, mais véritablement des civilisations. Et il y a eu un choc. Il y a eu un choc terrible, d'abord parce que les colons qui se sont lancés à la conquête de l'Amérique, dès qu'ils en ont eu la possibilité, Christophe Colomb est revenu, il a dit à la reine d'Espagne, voilà, il y a des terres, on va aller les conquérir, donc on a envoyé immédiatement des colons, et les colons arrivés là-bas ont commis atrocité sur atrocité, mais de façon absolument épouvantable. La destruction qui a été opérée en Amérique s'est faite... Alors, elle s'est faite d'autant plus rapidement qu'ils ont apporté là-bas des microbes on les appelle les Amérindiens. Les Indiens parce qu'on pensait qu'ils pensaient qu'ils étaient en Inde. Christophe Colomb n'a pas su qu'il était arrivé en Amérique. Il croyait qu'il était arrivé à l'autre côté de l'Inde.
Et donc amérindien, parce que Amérique, c'est Amerigo Vespucci plus tard qui a dit que ça s'appelait l'Amérique, donc on dit les Amérindiens pour ne pas dire les Indiens et pour ne pas dire les indigènes, que je trouve, non pas insultant, mais à limite. Donc les Amérindiens n'étaient pas du tout immunisés contre les microbes qu'ont apporté les colons, et ils ont commencé à tomber comme des mouches pour des raisons hygiéniques. Réponse du berger à la bergère, tous les viols qui ont été perpétrés contre les Indiens ont ramené la syphilis en Europe. C'était l'échange de bons procédés. C'est vrai, hein, la syphilis n'existait pas avant la conquête de l'Amérique. Enfin bon. Et il y a eu également comme façon de détruire la civilisation, les civilisations indiennes, une brutalité absolument épouvantable. Abominable. Pourquoi? Parce qu'on avait affaire à des colons, qui étaient des gens qui étaient des soldats, qui avaient l'habitude de tuer et d'avancer, et ils s'en fichaient. Il n'y avait aucune espèce de morale dans leur façon de faire. Mais ces colons ont été suivis de près par des prêtres. Pourquoi? Parce que les prêtres ont dit, voilà, des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, on va leur apprendre. Donc, des prêtres, des ecclésiastiques, ont suivi les colons. Et en moins de 20 ans, ils prenaient bille en tête la défense des Indiens, des Amérindiens, en disant, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui vous autorise? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Comment osez-vous? Or, les colons, ils faisaient en Amérique comme ils faisaient à la maison, ils allaient à la messe, et à la messe le dimanche, parce que s'ils n'allaient pas à la messe, il y avait quelque chose qui les titillait dans leur fort intérieur. Donc ils pouvaient massacrer les Indiens, c'était pas grave, c'était pas des hommes. Mais ils allaient à la messe le dimanche. Et il y a un prêtre, Montesinos, et un autre qui s'appelait Las Casas, qui ont attaqué les colons billes en tête en leur disant « Comment osez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit !» Et l'Église a commencé à s'opposer à cette barbarie, mais ce n'était pas l'Église. L'Église, elle était à Rome. Le temps de faire passer des informations du Paraguay pour que ça revienne à Rome et puis qu'on comprenne, et puis que, bon, ça prenait des mois, bien évidemment. Donc ce sont des prêtres individuellement qui ont pris la défense des Indiens et qui sont rentrés en Europe en disant « C'est pas des bêtes, c'est des gens, c'est des hommes ». C'est-à-dire qu'une nouvelle compréhension de ce que c'était que l'humain était apparue. C'était pas... On pouvait être humain même si on n'avait pas connu le christianisme, même si on n'avait pas approché le monothéisme, même si on n'avait jamais vu de blanc, on était humain. Et c'est ça l'humanisme, à l'origine. L'humanisme, c'est de découvrir que, où que ce soit, les hommes sont tous des hommes, même s'ils n'ont pas les mêmes données, même s'ils n'ont pas la même culture. L'humanisme, c'est il existe une humanité, une et indivisible, quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur, quelle que soit. Et ça, c'est 2 siècles avant les Lumières. Et ce sont des prêtres qui ont mis ça à jour. Ce sont des prêtres catholiques. Pourquoi catholiques? Parce qu'il n'y avait pas autre chose en Occident. C'était avant la Réforme. C'était avant le schisme. Il y avait une seule église. Alors il y avait l'Église orthodoxe, mais on n'en parle pas parce que c'est les chrétiens d'Orient, c'est autre chose. Ça n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Donc il y a eu cette découverte qu'il existe une autre humanité qui est totalement humaine, profondément humaine, mais qui ne connaît pas notre Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Et vous avez, face à ces réactions de ces prêtres, de ces moines, des intérêts coloniaux colossaux, qui disent, attendez, barbe, fichez-nous la paix, fichez-nous la paix. Parce qu'on a là des populations gigantesques qu'on peut asservir, c'est-à-dire faire travailler gratuitement. On a des richesses de sol et de sous-sol sans fin, un puissant fond d'or, de pierre, dire la découverte du nouveau monde, c'est le cliquetis de l'or qui va déverser sur l'ancien monde, clairement. Et vous avez quelques personnes qui disent non, attendez, l'humanité, bon, d'accord, l'humanité, fichez-nous la paix. C'est le combat des titans. Vous avez, enfin, des titans, pas vraiment. Il y a une des 2 forces qui est les titans, qui sont les forces économiques de la bourgeoisie qui veut se développer, qui veut ouvrir des marchés, qui veut trouver de la main-d'œuvre. Et puis en face, une vieille église qui dit ah ben non, attendez, il faut qu'on réfléchisse, non, vous n'avez peut-être pas le droit. Enfin bon. Et en 20 ans de temps, donc, les premiers appels au secours des prêtres sur le Nouveau Monde sont arrivés à Rome. Et en 1517, vous voyez, entre 92 et 1717, ça fait quand même pas beaucoup, hein, ça fait 25 ans, un dominicain, c'est-à-dire un moine dominicain, a écrit « Aucun roi, ni empereur, ni même l'Église romaine n'ont droit de faire la guerre aux païens ». C'est-à-dire qu'on est passé de « Est-ce qu'on a le droit ou non de faire la guerre aux Indiens, aux Amérindiens ?» et ça devient « Même l'Église n'aurait pas le droit de faire la guerre aux païens ». C'est-à-dire que c'est la prise de conscience qu'il existe une humanité qui doit être respectée en tant que telle. Et l'humanisme, c'est de là que ça part. C'est ça l'humanisme.
Alors c'est pas la peine de dire que l'humanisme est une réaction à la superstition et à l'Église, puisque la superstition pour les Lumières, on a bien compris que c'était l'Église et que c'est dans l'Église qu'est né l'humanisme. C'est clairement un mouvement chrétien catholique. Or, cette même année où il est prétendu qu'aucun roi, ni empereur, ni même l'Église n'ont le droit de faire la guerre aux païens, c'est là que Luther, la même année, alors je ne veux pas dire que c'est à cause de ça, mais c'est concomitant, fait le schisme avec Rome, et l'Église se scinde en deux au niveau de l'Europe. Vous allez avoir les protestants qui vont cesser d'obéir au pape, et l'Église catholique romaine apostolique, telle qu'elle est aujourd'hui, qui était quand même beaucoup plus forte à l'époque, aujourd'hui, c'est quand même pas comparable, qui sont sur une position diamétralement opposée. La chrétienté se scinde en deux. D'un côté, il va y avoir les protestants, et de l'autre côté, il va y avoir les catholiques. Qu'est-ce qui fait la différence entre les protestants et les catholiques? Indépendamment du Nouveau Monde, mais vous allez voir qu'on y revient. Pour les protestants, il y a une notion qui est totalement nouvelle et qui est contraire au catholicisme, c'est que Dieu donne la grâce à qui Dieu veut. C'est quoi la grâce? C'est l'amour de Dieu, le souffle, l'inspiration divine. On a la grâce ou on ne l'a pas. Dieu donne la grâce à qui Dieu choisit. C'est-à-dire que pour les protestants, et c'est fondamental pour comprendre la suite, pour les protestants, il y a des élus et il y a les autres. D'accord? C'est-à-dire que Dieu choisit un tel pour avoir la grâce, et un tel ne l'a pas. Les hommes, l'humanité n'est pas une et indivisible. Il y a les élus et il y a les autres. Alors ils ne disent pas que c'est une question de couleur ou quoi au caisse, mais le protestantisme luthérien, parce que le protestantisme après s'est beaucoup scindé, il y a eu beaucoup de... Je ne suis pas une spécialiste du protestantisme, moi je vous parle au moment du schisme, à partir de Luther. Il y a pour les protestants une élection divine. Et ça fait toute la différence. Ce que dit l'Église catholique, c'est Dieu donne la grâce à tout le monde. C'est-à-dire que la base du raisonnement, enfin du dogme catholique là-dessus, c'est l'égalité totale des humains entre eux vis-à-vis de la grâce. Ça ne veut pas dire que les humains sont égaux au niveau de leur destinée, mais pour Dieu, tous les hommes se valent. Égalité totale. Et d'autre part, pour les protestants, il y a prédestination. C'est-à-dire que l'homme, même s'il fait le bien, et que Dieu a décidé qu'il serait perdu, ne peut rien faire pour son salut. L'homme n'est pas perfectible. Tout ce que l'homme fait, c'est Dieu qui le fait pour lui. Donc si l'homme fait le mal, c'est parce que Dieu a décidé que l'homme ferait le mal. Et si l'homme fait le bien, c'est parce que Dieu a décidé. C'est-à-dire que l'homme est totalement asservi à ce que Dieu a décidé pour lui. Les hommes ne sont pas libres pour les protestants. Ils ne sont pas libres. Et les païens ne peuvent pas faire des bonnes actions. Puisqu'ils sont païens, ils ne peuvent que pécher. Ce qui est quand même pratique quand on veut asservir un pays, de dire de toute façon, non, ils sont prédestinés pour être maudits. Donc, et alors, la conséquence de cette prédestination est dramatique sur le plan social. Parce que ce n'est pas uniquement par rapport au Nouveau Monde, ce que prétend Luther. C'est y compris dans la société là où il vit. T'es un paysan, t'es exploité, de quel droit tu te révoltes? Dieu a voulu que tu sois exploité, reste-y. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progrès social possible. Et le catholicisme dit l'inverse. Alors pas sur le plan social, mais sur le plan personnel, spirituel. Tout homme peut se racheter par ses actes. Alors c'est la rédemption. La rédemption, ça veut dire que j'ai péché, ben oui, mais Dieu pardonne. Donc on peut toujours s'en sortir, et surtout, on peut être justifié par les actes, c'est-à-dire rendu juste par les actes que l'on fait. C'est-à-dire que c'est une théorie, c'est un dogme, enfin c'est pas un dogme, c'est une théorie, c'est une morale, si vous voulez, qui implique que on peut se perfectionner, on peut faire le bien, on peut perfectionner les gens autour de soi, on peut se tirer vers le haut. Et la fraternité qui découle de ça, si vous voulez, c'est que tous les hommes sont frères, tous les hommes sont libres, et tous les hommes sont égaux devant Dieu. Eh bien, regardez bien, liberté, égalité, fraternité. L'humanisme est au cœur du catholicisme. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, parce que les querelles au niveau de l'Europe ont été telles sur ces sujets, à l'université, des querelles d'intellectuels, des querelles de gens importants ou de gens moins importants. Le siècle a été secoué par les querelles sur la grâce et sur la prédestination, que Rome a, à partir de la Réforme, dit il faut absolument que l'Église définisse
de nouveau son dogme et a rassemblé un concile. Alors un concile, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un concile, c'est un rassemblement qui va émettre ce qu'on appelle des canons, c'est-à-dire des décisions qui, une fois qu'elles seront prises, auront valeur absolue. On ne pourra pas les remettre en cause. C'est-à-dire c'est l'Église qui se réunit, qui réfléchit, qui discute, qui prend des décisions, et ces décisions seront le dogme tel que reconnu. Et une fois qu'un concile a décidé, on ne peut pas individuellement le remettre en question. Hein? L'Église décide, elle dit ça c'est bien, ça c'est mal, et une fois qu'elle vous a dit ça c'est bien, ça c'est mal, si vous êtes catholique, vous allez décider ou non de faire le bien ou le mal, mais pas décider ce qui est bien et ce qui est mal. Chez les protestants, c'est l'inverse. Chez les protestants, c'est l'inverse. Ils n'ont pas d'autorité supérieure, et ils en sont fiers. Hein, ils disent non, chez nous, c'est chacun qui décide. Et c'est chacun qui peut décider en lui-même, en son âme et conscience, ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il ne peut pas décider s'il va faire le bien ou s'il va faire le mal, puisque c'est Dieu qui décide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est diamétralement opposé. Et l'humanisme se situe du côté de l'Église catholique. L'Église catholique rassemble le concile à 30, ce qu'on appelle le concile de Trente. Alors pendant longtemps j'ai cru que Trente c'était un numéro, c'est pas un numéro, c'est une ville dans le nord de l'Italie. Donc l'Église réunit le concile à 30 entre 1545 et 1563, c'est-à-dire c'est à peine 50 ans après la découverte de l'Amérique, ça va vite, hein, les choses bouillonnent, il n'y a pas internet, ni téléphone, ni rien du tout. La circulation des idées se fait au maximum à la vitesse d'un cheval au galop, une fois que vous avez écrit à la plume. C'est assez phénoménal, je veux dire, c'est assez phénoménal comme bouillonnement. Hein, d'imaginer qu'en 50 ans, on ait réussi à faire tout ça. Et le concile va définir ce que c'est que l'humanisme. Et c'est le concile de Trente qui va dire, alors il ne va jamais dire liberté, égalité, fraternité, hein. Ça ne s'est jamais dit comme ça, mais qui va définir que l'homme est libre, que les hommes sont égaux devant la grâce, et que ce que la gauche se revendique comme étant de son invention, si on a bien compris. Hein. Et la conséquence, le corollaire de tout ça, c'est il n'y a pas d'élection divine. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas les élus et les autres. Et ça va pas plaire du tout à un certain nombre de protestants. Il y a peut-être des gens ici qui ont entendu dire quand ils étaient jeunes, parce que ça se disait quand moi j'étais jeune, et si vous avez mon âge canonique, vous avez certainement entendu parler de ça. J'ai entendu dire quand j'étais gamine, l'Église catholique a compris que les femmes avaient une âme à partir du Concile de Trente. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Bon. Alors c'est quoi l'histoire? C'est que on a prétendu qu'avant le Concile de Trente, l'Église avait décrété que les femmes n'avaient pas une âme, et on a décidé à partir du Concile de Trente qu'elles en avaient. Alors c'est encore un mensonge des vilains anticatholiques qui font rien que de dire des bêtises. Quand le Concile de Trente a défini l'humain, il a défini l'homme avec un grand H. Et il y a quelqu'un qui a dit mais l'homme et la femme. Il dit mais la femme aussi. Ah bon, d'accord. Alors ils viennent de comprendre, parce qu'avant ça se posait pas en ces termes-là. Donc on disait humain, à partir du moment où on a dit homme avec une majuscule, la question a été posée, la réponse a été trouvée, et c'est pas la peine de faire à croire que les femmes n'avaient pas une âme, parce que c'est pas vrai, parce que l'humanité est faite de hommes et femmes, et je veux pas dire confondus, mais inséparables, et c'est pas le Concile de Trente qui l'a découvert. Voilà. Donc le Concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, renforce la centralisation vaticane, la centralisation pontificale. Hein. Il n'y a pas de choix, on ne peut pas chacun de son côté dire « Ah ben moi j'estime que le bien c'est ça », non, c'est défini par l'Église. Et une fois le dogme établi, il n'y a pas de retouche possible. La liberté est donc, ce que je vous disais tout à l'heure, celle d'agir pour faire le bien et le mal, pas de dire ce qu'est le bien ou le mal. Et le protestantisme va affirmer exactement l'inverse. Voilà. À l'époque, alors je ne peux pas vous définir exactement les dates, mais vous avez à Salamanque en Espagne. Pourquoi Salamanque? Parce que les colons sont partis d'Espagne. Et la réaction aux atrocités commises par les colons va se faire en Espagne. Et vous avez là, à Salamanque, une espèce d'université absolument bouillonnante, qui a produit des tas de textes dont j'ai lu quelques-uns qui sont absolument époustouflants. Et, alors non, j'ai oublié de vous dire quelque chose, je me suis rendu compte hier que j'aurais dû le dire avant, parce que j'ai fait une conférence hier également. A été créé à l'issue du Concile de Trente, ou dans la foulée, l'ordre des Jésuites. Alors qu'est-ce que c'est que l'ordre des Jésuites? C'est un ordre religieux d'hommes qui décident de consacrer leur vie à disséminer sur la terre entière l'humanisme issu du Concile.
Donc les jésuites sont des gens qui se consacrent à appliquer l'humanisme tel qu'ils l'entendent, tel qu'ils l'ont compris, tel que l'Église. Alors, ils sont allés sur la terre entière, ils sont allés au Japon, ils sont allés en Chine, ils sont allés en Amérique, ils sont allés absolument partout. Et ils ont fait, au niveau de la France, alors certainement au niveau d'autres pays d'Europe, mais moi je parle pour ce que je connais, ils ont considéré que leur travail vis-à-vis de la population française, c'était d'apporter le savoir, l'éducation. Les jésuites ont créé sur tout le territoire des écoles gratuites, des écoles secondaires gratuites. Alors, pour ce qui concerne l'éducation, il faut savoir que dans l'ancien temps, il y avait des écoles partout. Partout. Chaque paroisse avait son école. Dans les villages ruraux, on appelait ça un recteur d'école, et il faisait partie des charges de la communauté. Tout village avait son recteur d'école. Et puis depuis Charlemagne, hein, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, vous connaissez le truc. Donc, il y a toujours eu des écoles en France. Il ne faut pas s'imaginer qu'avant la Révolution, les gens ne savaient pas lire et écrire. Ou alors qui c'est qui lisait les bouquins? Il ne faut pas s'imaginer que c'était 25 bourgeois dans chaque ville qui lisaient. Il y avait énormément de production, énormément de gens lisaient. Et les enfants allaient à l'école. Mais ils allaient à l'école primaire, ils allaient à l'école paroissiale. À Paris, alors je le dis dans une des vidéos, à Paris, il y avait 500 écoles paroissiales au XVIIIe siècle. Et j'ai pu vérifier que ça fonctionnait, puisque j'ai écrit un livre sur les enlèvements d'enfants au milieu du XVIIIe siècle à Paris, et j'ai pu lire dans les dossiers tous les témoignages, alors écrits par greffier, mais signés par les enfants. J'ai bien vu qu'ils signaient, qu'ils savaient écrire. Et on sait reconnaître une écriture bâton, comme ça, un peu malaisée, d'une écriture de quelqu'un qui sait écrire. Donc les enfants allaient à l'école, mais ils allaient à l'école au primaire. Et les jésuites ont créé partout des écoles secondaires, avec un système consistant à dire le savoir est un bien qu'il faut donner à tout le monde, c'est notre devoir, à nous jésuites, à nous soldats de Jésus-Christ, d'apporter le savoir à tout le monde, et les riches paieront pour les pauvres. C'est-à-dire que pour les enfants de bourgeois ou d'aristocrates, toute l'aristocratie a fait ses études chez les jésuites, ils payaient des pensions très chères, et ceux qui n'avaient pas les sous, ils étaient éduqués gratuitement. Donc ça a été une des œuvres les plus magistrales, les plus gigantesques, les plus palpables, si vous voulez, du bien que les jésuites ont voulu faire dans cet esprit d'humanisme. Donc l'humanisme, c'est considérer que tous les hommes sont égaux, que le savoir est accessible à tout le monde, et j'arrive donc à l'école de Salamanque, dans laquelle il y avait beaucoup de jésuites. Et notamment, il y a deux noms qui vont sortir, qui sont Molina et Mariana. Où est-ce que j'ai mis ça? Molina et Mariana, voilà. Molina, qui était un jésuite de Salamanque, dont a donné l'expression moliniste, c'est-à-dire que les molinistes, pendant tout le XVIIIe siècle, pour leurs ennemis, les molinistes, c'était les pro-jésuites, du nom de Juan Molina, qui a écrit des très très belles choses. Et il y avait également un autre jésuite qui s'appelait Mariana. Et Mariana aurait donné, je vous donnerai toutes les références, hein, ce que je tiens à vous dire, c'est que tout ce que je vous dis là, je mettrai, quand ce sera sur le site d'Égalité et Réconciliation, je mettrai en note toutes les références qui vous permettront de retrouver ça. Je ne vous donnerai pas les numéros de page parce que vous vous débrouillerez, mais je vous donnerai les livres auxquels ça correspond. Donc l'école de Salamanque, vous pouvez retrouver toutes les références de l'école de Salamanque et trouver les textes de Mariana et de Molina. Il y a vraiment des choses très très belles à voir. Donc il paraîtrait que Mariana, du nom du jésuite, a donné Marianne. Vous savez, la Marianne de la République. Personne ne peut savoir d'où vient cette Marianne, il paraît que ça vient de Mariana. Pourquoi? Eh bien parce que l'école de Salamanque a théorisé ce qu'on a appelé la théologie morale, donc on est toujours au XVIe siècle, hein, c'est-à-dire 200 ans avant les Lumières, qui théorise que l'homme a droit au bonheur, il a droit au plaisir, il n'y a qu'une seule humanité, une et indivisible, la souveraineté est dans le peuple, et uniquement dans le peuple, et que le peuple délègue sa souveraineté à un roi qui rend compte au peuple. Et la légitimité du roi consiste à faire ce que lui a demandé le peuple. Moyennant quoi, toujours dans l'école de Salamanque, on théorise le droit à l'insurrection. Le peuple a droit de s'insurger si le roi trahit. Et le fondement d'un État bien policé, c'est la démocratie. Tout ça, c'est fourni par les jésuites à l'époque de l'humanisme. Et il y a une autre notion extraordinaire qui est issue de ça, c'est la laïcité. Alors qu'est-ce que c'est que la laïcité pour des prêtres? C'est dans l'Évangile, ça consiste à dire, alors bon, tout le monde ne connaît peut-être pas l'Évangile, moi j'ai été éduqué là-dedans, donc j'ai quelques souvenirs. Il y a des prêtres, je crois, un jour qui viennent voir Jésus et qui lui dit au fait, est-ce qu'il faut payer l'impôt à l'empereur? C'est une façon d'essayer de le coincer.
Parce que, comme Jésus était juif, si on paye l'impôt à l'empereur, ça veut dire on se soumet à Rome. Et s'il dit on ne paye pas l'impôt à l'empereur, les Romains vont l'arrêter. Et la réponse de Jésus contient en soi le principe de la laïcité. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire ne mélangez pas les choses. Les affaires de religion sont du domaine qui ne regarde pas la politique, dont le domaine ne regarde pas la religion. C'est-à-dire que les deux sont imbriqués au niveau quotidien, mais une autorité ecclésiastique n'a pas à prendre de décisions qui regardent la société civile et qui regardent la politique, mais réciproquement. C'est-à-dire que, et c'est surtout réciproquement que c'était grave à l'époque, une autorité civile n'a pas à donner son avis en matière religieuse. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais vous donner une illustration de... Je pourrais vous en donner plein, mais je vais vous en donner une parce que c'est quelque chose que j'ai bien étudié. J'ai étudié le procès d'Amiens. Alors d'Amiens, c'est au XVIIIe siècle. Je refais un bond là. On était au XVIe et je fais un bond dans le XVIIIe. D'Amiens est un domestique qui a attaqué le roi. Il a planté un couteau dans le dos et il a eu un procès complètement truqué. Il a été supplicié de façon abominable, on en reparlera tout à l'heure. Et Damien a été jugé par un tribunal normal, laïque. Et ces juges ont essayé de le faire parler sur la religion. Et Damien, qui était un type, c'était un domestique, c'était un type qui savait tout juste lire et écrire, qui lisait le journal tous les jours et qui écrivait mal, mais correctement quand même. Et donc il n'avait pas de culture particulière. Et face à ces juges, alors qu'il était dans des conditions physiques de souffrance absolument atroces, chaque fois que ces juges lui posaient une question sur la religion, il disait « ça ne vous regarde pas. J'ai un confesseur. C'est qui votre confesseur? Ça ne vous regarde pas. Je n'ai pas à vous répondre là-dessus. » C'est-à-dire que c'est chevillé au corps du peuple français, que les affaires de religion, on en parle avec son curé, et les affaires des juges ne regardent pas ça. Il y a une séparation de fait, et c'est ça la laïcité. Moi, j'ai cru que la laïcité, c'est de dire il faut que l'Église cesse de régenter les gens. Mais ce n'est pas l'Église qui régentait les gens. C'est les juges laïcs qui prétendaient régenter les âmes. Alors ça, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, parce que je pourrais, mais comme j'ai écrit un bouquin et mon DEA là-dessus, je ne vais pas vous le résumer en 2 mots, si vous me lancez là-dessus, on n'arrivera plus aux Lumières. Donc, ce que je peux vous résumer en 2 mots, si vous voulez, c'est que toute l'opposition à l'Église avant la Révolution française a consisté pour des juges laïcs à vouloir se mêler de sacrements et de religion. Et que l'attaque était des laïcs contre la religion et pas de l'Église contre les laïcs. Et ça, on ne le sait pas. Je l'ai découvert en cours de mes études et c'est vraiment, ça a été la grande révélation à partir de laquelle j'ai compris la suite. Donc, laïcité, droit au bonheur, droit au plaisir. Vous aviez toute une morale sexuelle qui était très, très dure, qui était la morale augustinienne. Elle explose à ce moment-là. On reconnaît le droit à l'amour, le droit au plaisir, le droit de faire l'amour sans obligatoirement faire des enfants. C'est des choses qui passent à ce moment-là. L'humanisme, c'est vive le bonheur, vive la vie, vive l'amour, vive l'amour, entendons-nous. Hein. Entendons-nous, c'est pas le libertinage, pas du tout. Mais il faut que l'homme s'accomplisse, il faut que l'homme soit heureux, quoi. Dans les limites qui vont être définies, mais l'humanisme, c'est ça l'humanisme. Et face à cet humanisme, vous avez quoi? Vous avez un anti-humanisme. Alors, je vous ai expliqué l'anti-humanisme de Luther, mais Luther, il a rompu avec Rome. Or, il existe au siècle suivant, c'est-à-dire XVIIe siècle, et ça va perdurer jusqu'au XVIIIe, un anti-humanisme qui éclot à l'intérieur de l'Église catholique, et ça va ce qu'on appelle le mouvement janséniste. Et les jansénistes, quand on regarde quelles sont les idées qu'ils défendent, pendant toute la période où ils ont pris d'assaut véritablement la magistrature et qu'ils ont essayé ils ont envoyé des coups de boutoir contre l'autorité de l'Église, contre l'autorité du roi, en fait, la théologie janséniste consiste à dire exactement comme les protestants. C'est-à-dire, la vie est une vallée de larmes, le plaisir c'est mal, Dieu nous a élus et nous savons que nous... Toute la théologie protestante, c'est-à-dire, il y a les élus et il y a les autres. Il est impossible de faire son salut, c'est-à-dire l'amélioration de son quotidien, de son évolution, n'est pas envisageable, n'est pas souhaitable, donc le refus du progrès social. Enfin, et les jansénistes ont été, ils n'ont jamais rompu avec Rome. Donc, ils avaient droit de citer à l'intérieur du royaume de France. Alors, Louis XIV, qui est mort en 1715, les a combattus jusqu'à sa mort, et puis dès que Louis XIV est mort, la fin du règne de Louis XIV, entre 1705, à peu près les 10 dernières années du règne de Louis XIV, si je ne me trompe pas, ont été absolument pénibles pour tout le monde, parce que c'était la guerre, parce qu'il y a eu des drames climatiques épouvantables. Enfin, la fin du règne de Louis XIV a été
très très dur, très très pénible. Pour lui aussi, il avait été le roi flamboyant qui avait les plus belles femmes du monde dans son lit, à son bras et tout. Il est devenu un type complètement diminué. Il avait un trou dans la mâchoire quand il mangeait la nourriture qui lui passait par le nez. C'était vraiment une déchéance terrible, terrible. Une déchéance, ça a été une chute. Il est resté quand même un grand roi jusqu'au bout, avec la suraigu le sens de sa majesté et du bien commun. Mais enfin, quand il est mort, tout le monde a fait ouf. Et hop, on a lâché la bride à tous ceux tous ceux qui l'avaient bridé, la Régence les a libérés, et les jansénistes sont partis comme un seul homme à la conquête du pouvoir. Et le principe des jansénistes consistait à dire « nous sommes mieux placés que l'Église pour dire le bien et le mal, et nous sommes mieux placés que le roi pour dire ce que Sa Majesté doit faire ». Et c'est là que la royauté commence à être sapée par une secte. Alors on disait secte. Quand j'ai commencé à parler de la secte des jansénistes, il y a des gens qui m'ont dit « mais comment pouvez-vous utiliser un mot aussi connoté ?» À l'époque, c'est comme ça qu'on disait. À l'époque, on disait la secte des jansénistes et on disait aussi la secte des philosophes. Donc c'est pas moi qui dis ça, c'est l'époque qui disait ça. Donc la secte des jansénistes est partie en guerre, et avec une obsession, mais c'est vraiment, j'ai lu des textes, mais des textes et des textes et des textes, une obsession de venir à bout des jésuites. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas pire ennemi que les jésuites. Et ce qui reprochait aux jésuites, c'était de prendre le pouvoir sur les âmes, de prendre le pouvoir sur les rois, parce que c'est vrai que les jésuites avaient l'oreille des rois d'ailleurs. Ils voulaient étendre leur influence, enfin exercer leur influence de cette manière-là, en étant proches de la royauté. Ils étaient, depuis Henri IV jusqu'à Louis XVI, c'était un jésuite qui confessait le roi. Donc confesser, c'est quand même arriver au tréfonds de l'âme de quelqu'un qui veut bien s'y plier, mais en l'occurrence les rois s'y pliaient. Donc l'influence des jésuites était détestée et dénoncée par les jansénistes. Et les jansénistes étaient très puissants puisqu'ils étaient magistrats. Et la magistrature, c'était quand même le troisième pouvoir. Hein. Et c'était énorme, énorme. Le pouvoir de la magistrature, c'est quelque chose de gigantesque. Alors voilà. À votre avis, les mouvements des Lumières, ils se sont mis avec les jansénistes ou avec les molinistes? Ben évidemment. C'est-à-dire que de prétendre que les Lumières ont été un humanisme, alors il ne faut quand même pas rigoler, quoi. Ils ont attaqué bille en tête les jésuites. Mais moi, je vous invite... Alors, qu'est-ce que c'est que l'encyclopédie? Comment on connaît l'encyclopédie? C'est pas dur, il y a un livre qui s'appelle l'encyclopédie. Et les Lumières, c'est l'encyclopédie, et l'encyclopédie, c'est les Lumières. Alors, tous les encyclopédistes ont fait partie du mouvement des Lumières, et les Lumières sont représentées par l'encyclopédie. Alors, pas uniquement l'encyclopédie, mais tout est dedans. Tout est dedans. Qu'est-ce que c'est que le projet de l'encyclopédie? Autour de 1745, le projet est né de faire un dictionnaire. Alors, il existait déjà un dictionnaire anglais qui s'appelait la Cyclopédia, c'est-à-dire le mouvement tournant, je crois que c'est ça que ça veut dire. Je ne connais pas le grec. Étienne, tu connais le grec? Il en fait le tour. La Cyclopédia. Donc, il faisait le tour des connaissances. Et l'encyclopédie, on va dire, bon, on va faire une version française. Et ça, ce sont les francs-maçons qui l'ont lancé, clairement. Hein. Le chevalier Ramsay a cherché des gens à qui il a dit, voilà, on va monter un projet éditorial. Alors, il y avait beaucoup d'argent à se faire, mais ça, c'est légitime. Hein. Je n'ai pas dit que c'était pas bien parce qu'il y avait de l'argent à se faire. Mais il y a des gens qui se mobilisent en disant, on va faire un truc génial, on va faire beaucoup de sous, on va faire un dictionnaire qui va représenter la somme du savoir du siècle. Bon. Et on va le disséminer dans l'Europe, c'est un grand projet, et à l'origine, il y a la franc-maçonnerie. Alors la franc-maçonnerie, elle vient d'Angleterre, alors je serais très en peine de vous définir la franc-maçonnerie, parce que c'est pas mon sujet. Les francs-maçons, on les voit, la franc-maçonnerie, je la vois moins. La franc-maçonnerie arrive en France autour de 1720, c'est-à-dire pendant la Régence, et c'est une société de gens qui réfléchissent entre eux à la façon dont ils vont pouvoir gouverner, user de leur influence, et c'est le lieu où la bourgeoisie et l'aristocratie se croisent et se coudoient. Hein. Il n'y avait pas d'autre lieu où un prince pouvait manger à la table d'eux, il ne faut peut-être pas exagérer, mais enfin disons croiser dans des réunions des gens issus de la bourgeoisie. Il n'y avait pas beaucoup d'instances comme ça, parce que les différences de classe, d'ordre, il n'y avait pas de classe, c'était pas une société de classe, hein, c'est une société d'ordre. Mais les gens ne se croisaient pas trop. Et dans la franc-maçonnerie, ils ont réussi à se croiser, et la franc-maçonnerie a fait un peu ce brassage. Tous les grands maîtres de la franc-maçonnerie jusqu'à la Révolution française, c'est même pas que des aristocrates, c'est des princes. En l'occurrence, les cousins du roi. Je veux dire que la jalousie par rapport au pouvoir royal, enfin, je veux dire, ça a été vraiment, ça a été des coups de pied de vache, comme on dit, hein, vis-à-vis de la royauté. Mais enfin, bon, la royauté
était tolérante, beaucoup plus tolérante qu'eux-mêmes, quoi, hein, et a laissé se développer ce courant franc-maçon. Alors la police les surveillait, puis elle leur faisait pas grand mal non plus. Alors l'Église a condamné la franc-maçonnerie, parce que l'Église a dit que si on veut faire le bien, il n'y a pas besoin de se cacher. Si vous voulez faire le bien, faites-le. C'est vrai que se cacher pour faire le bien, je vois pas trop l'intérêt. C'est peut-être qu'il y a autre chose à cacher que le bien, je ne sais pas. Je n'entre pas dans ce débat-là. Je sais simplement que l'encyclopédie a été lancée sur un projet franc-maçon. L'idée étant de vendre beaucoup de livres et de faire beaucoup d'argent, ce qui est en soi une chose que je considère a priori comme mauvaise. Et il est dit et redit partout que l'Église est partie en guerre contre l'encyclopédie. Alors ça, il faut absolument remettre les pendules à l'heure, c'est faux. L'encyclopédie est rentrée en guerre, partie en guerre contre l'Église, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que, comment peut-on savoir la position de l'Église à l'époque? Il n'y avait pas une position de l'Église officielle. Pour qu'il y ait une position de l'Église officielle, il faut qu'il y ait un évêque ou un archevêque qui fasse un mandement et qui dise, voilà, moi, archevêque de machin chouette avec des trucs, je condamne tel ou tel, ou alors que ça monte plus haut à Rome et qu'il y ait une bulle. Il n'y a pas eu, à ce moment-là, il n'y a rien eu de tel au niveau de l'encyclopédie. Par contre, les jésuites avaient un journal qui s'appelait le journal de Trévoux, dans lequel ils faisaient une chronique littéraire et il faisait de la critique littéraire de tout ce qui se publiait. Et l'encyclopédie faisait partie de ces choses qui arrivaient sur le bureau des journalistes du journal de Trévoux, et ils ont applaudi, mais à tout rompre, en disant c'est magnifique, le projet est superbe. Alors ils ne savaient pas forcément que c'était les francs-maçons, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais le journal de Trévoux a applaudi, c'est-à-dire l'idée de faire un livre qui va rassembler toutes les connaissances techniques, philosophiques et tout, surtout, et qui va être publié, ils disent bravo, bravo. Et je vais vous faire la citation, il n'est rien de plus fécond et de mieux analysé, de mieux lié en un mot de plus parfait et de plus beau que ce dictionnaire. C'est-à-dire qu'au moment où ça sort, les jésuites applaudissent à deux mains. Et ça, c'est en 1745, et en avril 1749, 4 ans après, M. Diderot, dont nous avons aussi remarqué que le style est aussi élégant, tranchant et naïf qu'il est vif et ingénieux. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'encyclopédie, les jésuites applaudissent, en disant « l'idée est très bonne ». Or, les jésuites, rapidement, ont compris que l'ennemi était dans la place, et il y a eu une guerre terrible qui s'est faite entre les uns et les autres, et que les jésuites ont perdu quand même. Hein? Les jésuites ont été... L'ordre des jésuites a été supprimé, interdit sur le territoire de France en 1764. On a pris toutes leurs écoles, on les a chassées, on les a expropriées, on les a interdits. Donc dans cette guerre, ce sont les jésuites qui ont perdu. Et en 1752, c'est-à-dire 3 ans après le lancement de l'encyclopédie, les jésuites sont déterminés à s'emparer de l'encyclopédie ou à la détruire. Et ils disent, c'est la plus formidable machine jamais montée contre la religion. Or, il faut savoir qu'à l'époque, le bien et le mal ne se définissent que par rapport à la religion. Donc, pardon ? Bien et mal, c'est la religion qui le définit. Il n'y a pas de bien ou de mal autre que religieux. Quand on dit... qui dit le bien et le mal? C'est l'Église. On ne peut pas dire, moi je suis un bon chrétien et je décide que le bien et le mal, je sais mieux que les autres. Je veux dire, s'en prendre à la religion, c'est s'en prendre à la morale. C'est ça que je veux dire. Quand on dit, on peut remplacer religion par morale, c'est la plus formidable machine jamais montée contre la morale. C'est-à-dire contre le bien public, si vous voulez. Voilà. C'est comme ça que ça s'entendait à l'époque. Et le précepteur du dauphin, qui était un ancien évêque, est venu voir le roi en pleurant, en lui disant « Majesté, la religion va être perdue dans le royaume ». C'est-à-dire qu'en gros, si on veut traduire en langage autre, les méchants vont gagner, quoi, en gros. C'est-à-dire le bien et le mal, bon, bah, c'est protéger son voisin, c'est pas voler, enfin bon, c'est tout ce qui fonde une morale reconnue par tout le monde. On a toujours, d'ailleurs, c'est même en France, on a toujours ces mêmes valeurs. Je ne dis pas qu'elles sont respectées, et loin s'en faut, mais c'est quand même les valeurs reconnues par tout le monde. Nous, aujourd'hui, nos valeurs morales publiques ne sont pas fonction de la religion, parce que la Révolution française est passée par là, mais à l'époque, il n'y avait de valeurs que religieuses. Donc, ce mouvement des Lumières, alors, les Lumières, pourquoi? Parce qu'eux, ils sont de la lumière et qu'ils luttent contre l'obscurantisme. Et l'obscurantisme, c'est les jésuites, les noirs jésuites, c'est l'Église, l'intolérance de l'Église, la tyrannie de l'Église et tout ça, et ils partent en guerre
pour annoncer le règne de la raison. Alors, avant il y avait la grâce, maintenant il y a la raison. Le règne de la raison, le règne de la liberté, le règne de ce qui fait ce que la gauche a repris. Hein. Toute la gauche française a repris ces valeurs-là. Permettez-moi de boire un petit café. Et je vais attaquer dans le texte maintenant, parce que pour savoir si les Lumières furent un humanisme, j'ai cherché dans l'encyclopédie et je vais vous le livrer tel que. Je termine mon petit café et je reprends. Les choses dont on a toujours entendu parler, enfin, je parle de moi, hein, je parle pour moi, c'est-à-dire que je me livre avec mes imperfections et ma lecture, si vous voulez. Je ne demande pas à tout le monde de me suivre, mais à croire à mon honnêteté et à ma sincérité dans ce que je dis, voilà, et dans les sources que je vais vous donner. Mais si je vous dis que moi, dans ce que j'ai entendu des Lumières, quand j'étais adolescente, quand j'étais au lycée, ou même après, quand j'étais à la fac, c'est parmi les choses les plus belles qui ont été dénoncées par les philosophes, par les gens des Lumières, ça a été la barbarie judiciaire de l'Ancien Régime. Et c'est un fait que les façons de faire de la justice d'Ancien Régime étaient abominables. On torturait les gens, on les mettait à mort dans des détails d'atrocités qui sont absolument insoutenables et qui étaient appliqués, qui étaient pratiqués, qui étaient publics. Bon. Et les Lumières, donc, auraient fait partie auraient contribué à humaniser la justice et à faire en sorte qu'on cesse de supplicier les gens comme on le faisait, c'est-à-dire que cet humanisme des Lumières, c'est là qu'on le retrouve. Hein, l'humanisme des Lumières se joue dans on a humanisé la justice. Et l'exemple le plus atroce de la barbarie judiciaire de l'Ancien Régime, c'est à propos de Damien, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ce domestique âgé de 42 ans au moment où il a été mis à mort, qui, un jour de janvier 1757, pour des raisons qu'on n'a vraiment pas cherché à savoir, et moi qui connais le dossier absolument par cœur, je peux vous dire qu'on a fait en sorte que personne ne le sache, et que ceux qui avaient compris ne le divulguent pas, ce Damien, alors qu'il avait juste fait une petite estafilade dans le dos de Louis XV sans gravité, et que le roi avait dit « je lui pardonne, ne lui faites pas de mal », il a été mis à mort publiquement dans des conditions d'atrocité, mais qui dépassent l'entendement. Et comme j'ai étudié le dossier, je vais vous dire, mais j'ai passé des sales moments, parce que quand on est historien, on est obligé d'aller dans les textes, et même si les textes sont atroces, il faut les lire quand même. Les juges qui ont jugé Damien avaient lancé une espèce de concours national, c'est-à-dire qui va inventer le truc le plus dégueulasse à appliquer à Damien. Non, attendez, c'est absolument ahurissant, quoi. Ahurissant. Et les gens écrivaient, on pourrait lui faire comme ça, on pourrait lui faire comme ça. C'est insoutenable, c'est insoutenable. Et ce que les juges ont concocté, alors ils n'ont pas finalement retenu tout ce qui avait été suggéré par tous les salopards qui avaient écrit. Alors, des salopards, il y en a quelques dizaines. Hein. Le Royaume de France faisait quand même 25 millions de personnes. On ne peut pas réduire la population à ces atrocités-là. Mais les juges étaient des gens qui étaient susceptibles de dire, bon, bah, envoyez-nous ce que vous savez, et puis on va essayer de choisir là-dedans. C'est franchement dégueulasse. Bon. Mais les juges, ils n'étaient pas des Lumières. Hein. Les juges, ils étaient jansénistes. Hein. On a bien compris. Les juges se réclamaient de la catholicité plus catholique que le pape et de la royauté plus royaliste que le roi. Et ce sont les juges qui organisaient le supplice de Damien. Et moi j'ai toujours entendu dire le supplice de Damien a indigné les Lumières. C'est-à-dire que les juges ont appliqué ces atrocités sans nom. Il disait 9 quarts d'heure à mourir, c'est-à-dire c'était un type qui était en pleine santé, qui était en pleine forme, et qui ne mourait pas. Non, je vous dis pas, débrouillez-vous, c'est infernal, c'est insoutenable. Et en plein siècle des Lumières, et les Lumières ont été indignées. Et il y avait de quoi. Eh bien, il y a un historien actuel qui s'appelle Pierre Retta, qui enseigne à l'université de Lyon. Il a mis tous ses étudiants sur ce qu'il a appelé le discours sur l'événement, c'est-à-dire à éplucher toute la presse et tout ce qui est paru à l'époque de l'attentat de Damien. Et il dit dans son livre, incidemment, parce que le livre n'est pas sur qu'est-ce que les Lumières ont dit, mais qu'est-ce qui a été dit, il dit il n'y a pas un mot. Il n'y a pas eu un mot pour dénoncer la barbarie du supplice. Rien. Personne n'a dit au moins qu'on aurait pu, par exemple, lui fournir un avocat, parce qu'il a été jugé sans avocat. Et les avocats sous l'Ancien Régime, croyez-moi, ils avaient de l'influence. C'était des gens qui étaient... On ne peut pas dire qu'ils avaient du pouvoir, c'est pas ça, mais ils étaient influents, ils étaient organisés, ils savaient faire du bruit, et les droits de la défense n'ont pas été respectés. Il n'y en a pas un qui s'est proposé pour défendre Damien. Il n'y a pas un des juges qui a jugé Damien, quand on a lu le verdict, qui s'est levé pour protester en disant « Attendez, on va peut-être pas faire ça quand même ». Donc personne n'a réagi. Et personne, ensuite, n'a dit le moindre mot pour dire au moins que c'était cruel et abominable. Rien. Par contre, Diderot, donc le rédacteur en chef de l'encyclopédie, c'était ça son rôle, Diderot, à l'encyclopédie. Il était, comme on dirait aujourd'hui, rédacteur en chef. C'est-à-dire qu'il écrivait certains articles, mais en fait, il recevait les articles des autres, il les corrigeait, il les éditait, il les portait à l'imprimerie.
Il était l'éditeur, éditeur en chef, rédacteur en chef. Et il a écrit à propos d'un monsieur Lacondamine qui rédigeait les rubriques scientifiques de l'encyclopédie. C'est-à-dire que c'était un de ses collaborateurs, c'était un ami. Un ami. Lacondamine était un ami et collaborateur de Diderot. Et voilà ce que Diderot écrit à propos de ce Lacondamine. Monsieur de Lacondamine est un homme de beaucoup d'esprit et de mérite. Son style, toujours facile, noble, naïf et intéressant, lui assure une place parmi les meilleurs écrivains de notre temps. Voilà un monsieur bien, ce Lacondamine. Sa curiosité insatiable sur tous les objets, jointe à une grande surdité, le rend souvent fatigant. Monsieur Lacondamine est extrêmement curieux et il est dur de la feuille. Cette curiosité le porta, il y a quelques années, à assister au supplice du malheureux Damien. Alors on apprend quand même que Damien était malheureux. On ne trouvera pas plus. Et il dit, il perça jusqu'au bourreau. C'est-à-dire, je vous explique comment était organisée la place de grève pour le supplice de Damien. Vous aviez un échafaud qui était à 70 cm du sol. Donc, sous 70 cm du sol. Et il y avait tout autour, à bonne distance, une palissade sur à peu près 1,10 m. Et devant la palissade, vous aviez des soldats armés avec la baïonnette tirée vers le peuple. Alors, ceux qui pouvaient voir quelque chose, personne ne pouvait y voir. Clairement. C'est-à-dire que Damien était supplicié en public et ne pouvait voir, c'est-à-dire on pouvait se rincer l'œil pour des raisons de perversité, que les gens qui étaient montés aux fenêtres, et il y avait des gens qui étaient montés aux fenêtres, ou les magistrats qui avaient organisé la chose, qui étaient sur les marches de l'hôtel de ville et qui n'ont pas loupé une miette. Donc, M. Lacondamine, lui, il a réussi à percer jusqu'au bourreau. C'est-à-dire que je ne sais pas qui l'a soudoyé, mais il a réussi à passer entre les soldats, entre les trucs, et il voulait se mettre dessous. Je reprends. Il perça jusqu'au bourreau. Et là, tablette et crayon à la main, à chaque tenaillement ou coup de barre, il demandait à grands cris « Qu'est-ce qu'il dit ?» Les satellites du bourreau voulurent l'écarter comme un importun, mais le bourreau leur dit « Laissez, monsieur est un amateur. » Ça veut dire que M. Lacondamine se rendait au supplice et il prenait des notes, parce que c'était un amateur. Et je ne trouve pas de condamnation de Diderot là-dessus. C'est pas dans ce qu'il dit. Alors, il n'y a pas eu... Par contre, il y a eu beaucoup d'articles de l'encyclopédie qui ont parlé de Damien. L'article jésuite, puisque Damien ayant attenté à la vie du roi, il a été dit que, puisque les jésuites disaient que le régicide était permis et que le peuple avait le droit à l'insurrection, les jésuites étaient fauteurs de régicide. Donc, tout attentat contre le roi fait que tous les doigts se pointent vers les jésuites en disant « c'est vous qui l'avez ». Donc, à l'article jésuite, vous allez trouver, dans l'encyclopédie, les jésuites ont incité un malheureux domestique, gna gna gna. Alors, Henri IV, c'était pareil, et puis l'attentat contre Henri III, etc. Tout ça, ça a été imputé aux jésuites. Donc, là-dessus, ils vont parler de Damien. Et à l'article régicide également. Vous avez un article, puisque c'est un dictionnaire, donc à l'entrée RE, régicide, on va encore parler de la supplice de Damien. Mais pas pour en dire que c'était abominable. Rien. Il n'y aura rien. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que les Lumières ont amélioré le sort du justiciable? Parce que ça, c'est dit et redit. J'ai vu un jour à la télévision un monsieur pour qui j'ai eu en son temps énormément de respect, j'en ai un petit peu moins maintenant, singulièrement moins, c'était Robert Badinter. Et Robert Badinter disait les Lumières, c'est Beccaria, et Beccaria, c'est les droits de l'homme. Cesare Beccaria, c'était un jeune homme italien qui, en 1766, en 1766, le livre Traité des délits et des peines a été traduit en France et accueilli par un certain monsieur de Voltaire, comme on disait à l'époque, qui a applaudi en disant c'est extraordinaire, voilà enfin l'humanité qui retrouve ses droits. Et le Traité des délits et des peines de Beccaria, c'est un traité qui dit il faut proportionner la peine au délit, ce qui est quand même le moindre des choses, vous direz. Bon. Mais à l'époque, c'était pas évident. C'est-à-dire qu'on pouvait faire quelque chose de très très grave pour un vol domestique. Vous aviez volé une épingle, vous aviez volé votre maître, bam! C'était le crime abominable. Vous pouviez faire des trucs apparemment beaucoup plus graves pour lesquels la peine aurait été plus légère. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de logique, il n'y avait pas de proportionnalité du délit et de la peine. Bon. Et Cesare Beccaria a dit il faut proportionner le délit à la peine. Et Beccaria a également, et c'est la raison pour laquelle Robert Badinter le citait, il a également dit, il a œuvré contre la peine de mort. Et il a dit la peine de mort n'était pas une solution.
Et moi, je suis quelqu'un qui a applaudi à l'abolition de la peine de mort. Je suis philosophiquement, intrinsèquement contre la peine de mort. Je veux dire, j'ai eu des envies de meurtre dans ma vie, hein, ça n'a rien à voir. On y résiste. Et puis, je ne laisserai pas à des juges le soin de régler mes comptes. Je me débrouillerai autrement. Je ne suis pas en train de faire la promotion de l'apologie du règlement de compte personnel non plus, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'abolition de la peine de mort, c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête et qu'on dise quand même c'est bien, ça c'est de l'universel. On n'a pas le droit de tuer, si on ne tue pas, on ne tue pas non plus pour des raisons de justice, quoi. Et moi j'ai été séduite par ça, je veux dire, si Beccaria a écrit contre la peine de mort, je trouve ça bien, quoi. Je me reconnais là-dedans, et c'est vrai que la gauche, elle se réclame de l'abolition de la peine de mort, et elle a raison de s'en réclamer, puisque c'est elle qui l'a abolie en novembre 1981, quand Robert Badinter était ministre. Alors je dis, Beccaria a écrit des belles choses là-dessus, alors on va les lire, et puis maintenant je vais vous les lire, vous allez comprendre. Vous allez me dire si c'est humain. Je cite. « Si donc je démontre que dans l'état ordinaire de la société, la mort d'un citoyen n'est ni utile ni nécessaire, j'aurais gagné la cause de l'humanité. » Ni utile ni nécessaire. Bon. Ce n'est pas l'intensité de la peine qui fait le plus grand effet sur l'esprit humain, mais sa durée. La mort d'un scélérat sera par cette raison un frein moins puissant du crime que le long et durable exemple d'un homme privé de sa liberté et devenu un animal de service pour réparer par les travaux de toute sa vie le dommage qu'il a fait à la société. Ça me semble très humain, ça. Alors, je veux dire, la peine de mort, elle sert à rien parce que elle sera moins un exemple que de faire du criminel un animal de service. Je trouve que l'argument il est un peu utilitaire, là. On ne va pas dire qu'il est vraiment humaniste. Enfin, admettons. Si ça sert à supprimer la peine de mort, je ne suis pas contre. Mais écoutez la suite. Bon, ce qu'on comprend là, c'est que on va remplacer la peine de mort par la prison à vie ou quelque chose comme ça. Hein. Bon. Le mot exact est « l'intensité de la peine d'un esclavage perpétuel a tout ce qu'il faut pour détourner du crime l'esprit le plus déterminé, aussi bien que la peine de mort. » Alors, l'esclavage perpétuel, alors est-ce qu'on peut dire que l'esclavage est un progrès? Là, je tique et je lis la suite. Beaucoup d'hommes envisagent la mort d'un œil ferme et tranquille, les uns par fanatisme, d'autres par cette vanité qui nous accompagne même au-delà du tombeau. Mais le fanatisme et la vanité abandonnent le criminel dans les chaînes, sous les coups et dans une cage de fer, et le désespoir ne terminera pas ces mots, mais les commence. Alors là, trouvez-moi que c'est humain, ça. On a trouvé que comme exemple pour empêcher la perpétuation du crime, que de faire souffrir d'une peine pire que la mort, pendant des années et des années, je veux dire, c'est abominable. Enfin, je ne sais pas ce que vous... Moi, je n'ai pas honte de dire que je trouve ça abominable. Est-ce que l'esclavage est un humanisme? Est-ce que faire d'un condamné un animal de service, c'est de l'humanisme? C'est-à-dire que l'esclavage perpétuel proposé ici, dans une cage de fer, et sous les coups, il est préféré à la mort parce qu'il est pire. C'est ça qu'il nous dit. La mort, on a trouvé pire, et c'est ça qu'on va appliquer. Et c'est ça qu'a applaudi Voltaire. Et il dit à propos des voleurs, même chose pour les voleurs, la peine de mort c'était les criminels. Mais il dit à propos des voleurs, la peine la plus naturelle du vol ne peut être que cette sorte d'esclavage qui est la seule qu'on puisse appeler juste. Or, à ce moment-là, l'esclavage il bat son plein. On ne peut pas dire que c'est une époque où l'esclavage c'est un vieux truc extrêmement éloigné, que ça concerne la Méditerranée, pas du tout. L'esclavage, c'est ce qui rapporte le sucre, on le sait, l'esclavage est à court, la traite négrière, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire que les gens qui écrivent ça et qui disent ça et qui applaudissent savent pertinemment ce que c'est que l'esclavage. Je ne dis pas qu'ils ont déjà vu des esclaves et qu'ils sont déjà allés dans des plantations sucrières, mais on sait pertinemment ce que c'est que l'esclavage. On sait les fortunes colossales qui se font dessus, on sait qu'il y a des gens qui protestent en disant que c'est abominable, donc on propose l'esclavage parce que c'est abominable. Et c'est bien ça qui est dit. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai eu un jour une prise de bec sur Internet dans un groupe de discussion parce que des gens me disaient mais non, Beccaria c'est quand même un progrès ce qu'il dit. Moi je disais c'est pas un progrès, c'est dégueulasse. Et je me suis rendu compte à un moment donné, j'ai eu un doute, mais je dis on parle pas du même texte. On parle pas du même texte. Et moi j'ai lu Beccaria grâce à Internet dans le texte, c'est-à-dire que j'ai eu le facsimilé par fichier PDF de la version qui est parue en 1766, c'est-à-dire celle qu'a lu Voltaire. Et il est bien marqué esclavage perpétuel sous les coups dans une cale de fer. Eh bien, en 1991, l'éditeur Garnier-Flammarion a publié Traité des délits et des peines, et il a transformé l'esclavage par travaux forcés à perpétuité. Mais dites donc, c'est pas la même chose.
Non seulement c'est pas la même chose, mais je veux dire, c'est un faux. C'est un faux en écriture, c'est pas ça. Je veux dire, c'est pas le texte. Et c'est pas le texte. Mais de quel droit? Parce que les enfants des écoles qui vont lire Les Garniers Flammarion, ils n'ont pas le droit de savoir que Voltaire a applaudi à la mise en esclavage. Qu'est-ce que c'est que ces mœurs? Qu'est-ce que c'est que ces mœurs? Alors il y a une nouvelle version qui est sortie maintenant, et on remet le texte original. Enfin, il y a quand même toute une génération qui a cru que Beccaria c'était bien, parce que c'est travaux forcés à perpétuité. Puis d'une certaine manière, on peut toujours espérer que travaux forcés à perpétuité, ça sera moins grave que de se faire écarteler en grève, bon, admettons. Mais esclavage perpétuel sous les coups dans une cage de fer, c'est lui qui l'a marqué, je ne l'ai pas inventé, c'est marqué dedans. Et c'est ça que Voltaire a applaudi. Et alors Voltaire, il applaudit, il fait même un commentaire. Alors Voltaire, il faut qu'il commente, faut qu'il en rajoute. Alors là, je cite Voltaire. Il est évident que 20 voleurs vigoureux, condamnés à travailler aux ouvrages publics toute leur vie, servent l'État par leur supplice, et que leur mort ne fait de bien qu'aux bourreaux que l'on paye cher pour tuer des hommes en public. Voilà. Donc, utilitaire. Si vous trouvez une quelconque humanité sous cette utilité, vous avez le droit, moi non. J'assume mes choix. Voilà. Maintenant, écoutez la suite de Voltaire, parce que là, ça vaut son pesant d'or. Écoutez bien. Voltaire, il a son idée pour venir à bout de la délinquance, du vol, parce qu'il avait ses avis sur tout. Dès qu'il se passait quelque chose, il fallait qu'il la ramène. Et il la ramenait absolument sur tout. Et là, à partir du livre de Beccaria, qu'il a tellement encensé, enfin, c'était, ça y est, l'humanité avait trouvé son juriste, il a écrit. Bon, une fois qu'on a compris ce qu'il fallait faire pour arrêter les voleurs, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher qu'il y ait des voleurs? Écoutez bien, forcer les hommes au travail, vous les rendrez honnêtes gens. Pourquoi il y a des voleurs? Parce que c'est des feignants. Il n'y a qu'à les forcer au travail. On sait assez que ce n'est pas à la campagne que se commettent les grands crimes. Je ne sais pas où il a vu ça, mais enfin, admettons. Excepté peut-être quand il y a trop de fêtes qui forcent l'homme à l'oisiveté et le conduisent à la débauche. Non mais attendez, vous entendez ça? C'est-à-dire que Voltaire propose, pour venir à bout de la délinquance, qu'on interdise les fêtes de village, c'est ça qu'il dit. Parce que quand ils rigolent, et qu'ils vont danser, et qu'ils font la fête, et dans les villages, moi je vis dans un village, je peux vous dire que ça n'arrête pas. Si, ça arrête pour bosser, puis après ça reprend. Je veux dire, les gens s'amusent dans les villages, ils aiment bien faire la fête, c'est notre civilisation, c'est notre monde. Hein, mais il faut arrêter ça tout de suite. Parce que c'est ça qui crée l'oisiveté. On habitue les hommes à ne pas travailler, et après ils deviennent délinquants. C'est-à-dire que la solution de Voltaire, c'est d'arrêter, c'est d'empêcher les gens de s'amuser. Et c'est exactement la position, en l'occurrence, des jansénistes. Chaque fois, pendant toute la période de montée du jansénisme, chaque fois qu'un ecclésiastique, qu'un évêque était janséniste dans une région, il commençait par interdire les fêtes, il faisait fouetter les garçons qui embrassaient les filles à l'issue des balles, etc. C'était des obsédés de l'interdiction du plaisir. Et là, qu'est-ce qu'il dit Voltaire? Il dit la même chose, en gros. Et alors, il y a autre chose qu'a dit Beccaria et qui a été repris. Alors là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même quelque chose, on peut dire, que les Lumières ont apporté, c'est l'abolition de la torture. Alors ça, tout le monde le sait quand même. Hein. La torture était pratiquée sous l'Ancien Régime et sous l'influence des Lumières, on l'a abolie. On va revoir notre copie une fois encore. Je vais vous donner les détails. Alors, je vous ai expliqué la mise à mort de Damien. Bon. Mais il a été torturé avant la mise à mort. C'est-à-dire que la mise à mort était une torture ultime qui devait durer le plus longtemps possible. Enfin bon, toute la perversité des juges se trouvait dedans. Mais il y avait la torture avant. C'est-à-dire qu'on torturait les gens avant de les supplicier. Et Voltaire écrit là-dessus. Tous les hommes s'élèvent contre les tortures qu'on fait souffrir aux accusés dont on veut arracher l'aveu. La loi ne les a pas encore condamnés et on leur inflige, dans l'incertitude où l'on est de leur crime, un supplice beaucoup plus affreux que la mort qu'on leur donne quand on est certain qu'ils la méritent. Quoi, j'ignore encore si tu es coupable et il faudra que je te tourmente pour m'éclairer. Et si tu es innocent, je n'expierai point envers toi ces 100 000 morts que je t'ai fait souffrir au lieu d'une seule que je te préparais. Chacun frissonne à son idée. C'est-à-dire que là, on peut dire que Voltaire prend une position intéressante et qu'on va pouvoir dire humaniste en dénonçant derrière Beccaria, on est bien d'accord, hein, puisque c'est le texte qu'il a écrit à propos de la sortie du livre de Beccaria, pour dénoncer cette barbarie sans nom qui consiste à torturer quelqu'un pour avoir ses aveux, et une fois qu'il y en a les aveux, on condamne, etc. Seulement, ce que Voltaire ne dit pas, c'est que ça ne se faisait pas. C'est-à-dire que dans le royaume de France, on ne torturait pas les gens pour obtenir leurs aveux. Pourquoi? Parce que les juges n'étaient pas crétins, et ils se doutaient bien qu'un aveu obtenu sur la torture était un aveu pour faire arrêter la torture. C'est-à-dire que si la torture était appliquée dans le royaume de France, ça n'était jamais dans le cas que dénonce Voltaire. C'est-à-dire qu'il ment. Il ment. Et il ment, et il mentait, il envoyait ces trucs à toute l'Europe. C'est-à-dire que imaginez qu'aujourd'hui, Marion Sigaud, par l'intermédiaire d'Internet, envoie un texte à toute l'Europe dans lequel elle dise: écoutez, il est temps quand même
que la République française de M. Hollande abolisse la torture. Non. Et les gens qui n'habitent pas en France, ils disent, bah, ils sont dingues les Français. C'est ça qui se passait. C'est-à-dire que Voltaire a fait circuler, et ça a été repris, parce qu'il y a des tas de gens qui ont eu foi en ce que disait Voltaire, il a fait circuler la fausse information que les juges français torturaient les prévenus avant leur condamnation pour obtenir leurs aveux à partir desquels ça ne se faisait pas. Et j'insiste, je le sais, je ne l'invente pas. J'ai lu le procès d'Amiens de bout en bout, il a été torturé comme l'étaient tous les gens, tous les condamnés de l'époque, après condamnation, au moment où, n'ayant plus à perdre, juste avant l'exécution, ils puissent dénoncer leurs éventuels complices. Et c'est comme ça qu'était appliquée la torture dans le royaume de France. Et pas autrement. Jamais. Pendant tous les gigantesques procès des poisons sous Louis XIV, vous avez entendu parler des poisons, autour de Louis XIV, il y avait des sorcières qui faisaient des filtres et puis qui sacrifiaient des enfants, ça a été des histoires abominables. Le roi Louis XIV a été révulsé de ce qu'il a entendu Il avait un préfet de police qui s'appelait Nicolas de la Reynie, qui était un magistrat d'une intégrité absolument extraordinaire, c'était un grand commis de l'État, qui lui racontait tout ce qui se disait dans les procès, et le roi était absolument affolé de ce qu'il entendait, et il n'a jamais demandé qu'on applique la torture, jamais. Alors que là, on aurait pu faire cracher. Bon. Or, pendant le procès des poisons, la torture a été appliquée après condamnation, c'est-à-dire une fois que de lui-même et à partir des témoignages, un certain nombre de gens ont été reconnus coupables de toutes les atrocités faites. Mais jamais la torture n'a été appliquée pour obtenir des aveux. Jamais. 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 Et j'aime autant vous dire que Louis XIV voulait savoir la vérité. Il la voulait. Il était horrifié de ce qui se passait. Ça ne se faisait pas. Donc en fait, les Lumières ont réussi à faire abolir quelque chose qui n'avait pas cours. En gros. Mais alors maintenant, je vais vous dire ce que rajoute Voltaire, et on va revenir à Damien. La torture ne doit pas être utilisée pour arracher des aveux, vient de nous dire Voltaire. Et qu'est-ce qu'il demande? Il dit, réservez au moins cette cruauté pour des scélérats avérés qui auront assassiné un père de famille ou le père de la patrie. Ça veut dire arrêter la torture, sauf pour un gars comme Damien. C'est-à-dire qu'en fait, Voltaire justifie ce qu'on a fait à Damien. Un scélérat qui a assassiné le père de la patrie, assassiner à l'époque, ça ne veut pas dire tuer. Assassiner, ça veut dire commettre un attentat. Quand le roi Louis XV a reçu un petit coup de couteau de Damien, il a dit, la reine est venue le voir et lui a dit on m'a assassiné, on vient de m'assassiner. Donc assassiner, c'est commettre un attentat. Donc ce que dit Voltaire ici, c'est la torture, un gars comme Damien pouvait y aller. C'est-à-dire qu'il ne demande pas l'abolition. Il demande l'abolition d'une torture qui n'a pas cours et son application pour des gens comme Damien. Voilà. Bon, on est quand même d'accord que les Lumières ont au moins demandé l'abolition de l'esclavage. Eh bien, vous effacez tout. Jamais. Jamais. L'abolition de la traite des esclaves. C'est pas la même chose. La traite des esclaves consistait à aller chercher des captifs fournis d'ailleurs par des Africains eux-mêmes. Hein. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les rafles étaient faites par des Africains, d'Africains par des Africains, et ensuite récupérées par des esclavagistes qui les emmenaient en Amérique. Et la traite au tournant du siècle, c'est-à-dire 1750, la période dont nous parlons, la traite est de moins en moins rentable. C'est-à-dire que ça coûte de plus en plus cher d'aller chercher les captifs. Donc on cherche des solutions de rechange. Donc les abolitionnistes ne sont pas abolitionnistes de l'esclavage, mais abolitionnistes de la traite. Et je vais vous dire, il y a un monsieur qui s'appelait Claude Imbert Piaron de Chamousset, dit Chamousset pour les intimes, dont tout le monde dit que c'était un homme des Lumières. D'ailleurs, il le dit lui-même. J'ai lu intégralement son texte qui s'appelle le truc des mémoires d'un citoyen, ou je ne sais pas pourquoi. Il se réclame, lui, des Lumières. Il dit les Lumières dont je me réclame, les Lumières par-ci, les Lumières par-là. Et Diderot fait référence à Chamousset dans son article sur l'hôpital. Il dit à propos de l'hôpital, reportez-vous aux vues d'un citoyen, vue VUS, vue d'un citoyen de M. Chamousset. Donc Chamousset fait partie du club des Lumières, de la secte des Lumières et de la secte des encyclopédistes. Et donc Diderot se revendique de lui, et Voltaire dans son dictionnaire philosophique. Alors le dictionnaire philosophique, c'est l'encyclopédie réduite
de Voltaire. Voltaire, il a dit, bon, ben, les encyclopédistes, je les laisse, ils s'entendaient pas très bien avec eux, ils s'entendaient de toute façon bien avec personne, mais il a fait sa petite encyclopédie de son côté, qu'il a appelé dictionnaire philosophique. Donc c'est un dictionnaire, c'est par ordre alphabétique, et il dit ce qu'il pense et ce qu'il a sur le cœur sur tous les sujets. Et quand il arrive à la rubrique charité, il dit de Pierron de Chamousset, l'un des meilleurs citoyens et les plus attentifs au bien public. Alors attentif au bien public, ça veut dire que là, on va dire, Voltaire considère que le bien public c'est bien, puisque machin est un honnête citoyen qui s'intéresse au bien public. Alors, qu'est-ce qu'il voulait, Pierron de Chamousset? Il voulait soulager les hôpitaux. Qu'est-ce que c'était les hôpitaux? C'était pas les endroits où on soignait les malades, c'était les endroits où on enfermait les pauvres. Hein? Alors j'ai écrit mon livre là-dessus, La Marche Rouge, j'aurais voulu vous en présenter, mais il n'y en a plus à Contre-Culture, désolé. Ça sera sur le site, hein, vous pouvez l'acheter ailleurs si vous pouvez. J'en ai pas vendu beaucoup. Ah, si, La Marche Rouge, si, j'en ai vendu quand même quelques-uns. Mais j'ai beaucoup de mal à me faire connaître. Hein. S'il n'y avait pas égalité et réconciliation, je serais toujours dans l'anonymat le plus complet. Je reviens à mon sujet. À propos de Pierron de Chamousset, il a écrit sur l'hôpital général en disant il faut arrêter ces cloaques de renfermement de pauvres et d'enfants pauvres qui servent à rien. Bon, c'est logique, c'était concentrationnaire l'hôpital général. C'était concentrationnaire. C'était vraiment le lieu, soit au cœur des villes, soit au bord des villes, où toute la misère du monde était rassemblée. Et sous l'arbitraire le plus total, enfin c'était vraiment quelque chose de honteux et de terrible. C'est une tâche très grave sur la royauté et sur l'Ancien Régime. Donc lui, il avait trouvé des solutions pour utiliser tous ces pauvres qui servaient à rien. Eh ben on va peupler les colonies avec, puisqu'on a des colonies. Donc on va les déporter, c'est gentil pour eux, parce que c'est quand même des gens qui étaient citoyens. Et croyez pas que le mot citoyen, il a été inventé après la Révolution. Hein. Moi j'ai lu des tas de gens qui disaient, mais enfin ce citoyen est sous Louis XV. Hein. Les droits alors on disait pas les droits du citoyen comme on l'utilise maintenant, mais le droit des gens ça existait, et on pouvait dire, mais enfin comment ose-t-on s'en prendre aux droits des gens et aller déporter comme ça aux colonies? Pierron de Chamousset, il trouvait ça très bien, puisqu'on les nègres ça marchait plus, donc il fallait bien les remplacer. Alors on va prendre les pauvres, mais comment il va faire pour mener une colonie? Parce que lui, toute son idée, c'est utilitaire. Les Lumières, c'est d'abord utilitaire. Avant d'être humain, c'est utilitaire. Donc, c'est inutile de mettre tous ces pauvres dans des lieux fermés. On va utilement les envoyer aux colonies. Alors il explique comment on va créer une colonie. Et vous savez avec quoi on crée une colonie? Eh bien, on va chercher des nègres. C'est plus facile. Alors il dit, je cite, 2000 nègres, autant de négresses avec leurs négrillons et leurs négrites, suffirait pour les commencements de cette colonie, qui serait d'abord composée de tout ce que les hôpitaux de ce royaume peuvent avoir d'enfants à leur charge, et de quelques compagnies d'invalides pour contenir les nègres et les mendiants exportés. Il va exporter les mendiants, il va exporter les pauvres, il va faire des colonies avec des nègres et des négrites, et puis après il va lancer le truc. Mais qu'est-ce qu'il va faire une fois que la colonie va bien fonctionner? Qu'est-ce qu'il va faire avec les nègres? Puisque le but, c'est de remplacer les nègres, on en a besoin au début, mais le but c'est de les remplacer par les gens de la métropole. Vous faites quoi, vous, avec les nègres? Lui, il les revend. C'est marqué. Les revendre. Il n'a jamais été abolitionniste, ce gars-là. Il veut revendre les nègres. C'est-à-dire qu'il va aller chercher les enfants des hôpitaux. C'est quoi les enfants des hôpitaux? Ce sont des enfants pauvres, que leurs parents ne peuvent plus éduquer. Il va en faire des bêtes de somme dans les colonies pour remplacer les nègres, et ensuite il va revendre les nègres quand les enfants sont efficaces. Non, mais c'est ça qui a marqué. Hein. C'est ça qui a marqué. Et à propos des enfants sous tutelle, vous savez ce qu'il suggère? Parce qu'on ne va pas tous les envoyer en colonie. On va les envoyer à la campagne. On va les envoyer à la campagne. Parce qu'il se passait à l'époque quelque chose de terrible, c'est que petit à petit, ce qu'on appelait le tirage de la milice, c'est-à-dire la levée d'hommes de troupes pour les guerres des rois, se faisait par tirage au sort. C'est-à-dire que vous aviez des gens de l'armée qui arrivaient dans un village et qui disaient on va tirer au sort 10 hommes. Puis on ne pouvait pas y couper. C'était pas encore la conscription, mais ça s'en rapprochait drôlement. Et par tirage au sort, il y avait des gens qui arrivaient à s'exempter du tirage au sort, notamment les domestiques, parce que les aristocrates étaient exemptés du tirage au sort, puisque eux, par définition, ils étaient... et ils faisaient exempter leurs domestiques. Et puis après, tous les privilégiés, ils réussissaient à se faire exempter du tirage au sort, et ils exemptaient leurs domestiques. Donc domestique, c'était une espèce de privilège. C'est d'ailleurs pour ça que Damien est devenu domestique, parce que traumatisé d'avoir vu la guerre quand il était jeune, il a fait le choix de devenir domestique. Il savait qu'il n'irait jamais, il tirerait jamais à la milice et il ne retournerait pas à la guerre. Donc le tirage de la milice, c'était quelque chose qui était dramatique, notamment particulièrement dans les campagnes. Si la guerre avait lieu pendant la moisson, c'est fini. Vous êtes tiré au sort, vous y allez. Si c'est votre fils qui est tiré au sort,
enfin, je veux dire, l'oppression de la paysannerie, c'était pas la vie quotidienne qui était dure à la paysannerie, c'était tous les aléas de précisément ce qui n'était pas la vie quotidienne. L'irruption d'une guerre et toutes ces choses-là, l'irruption d'une mauvaise récolte, c'est ça qui faisait le malheur de la paysannerie. Sinon, les paysans étaient bien organisés pour bien vivre. Donc, ce que propose Chamousset, et ça a été suivi des faits, puisque le duc de Choiseul, quand il est arrivé au pouvoir au début des années 1760, il a immédiatement appliqué. Il a dit, on va envoyer les enfants des hôpitaux dans des fermes, et là, on autorisera le chef de famille à les envoyer s'ils sont tirés à la milice. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'on va en faire des soldats potentiels. Mais, dit-il, on peut également, à partir de ces enfants, leur apprendre à faire la guerre. C'est-à-dire qu'on va les sortir des hôpitaux et on va les mettre dans des familles où ils ne risqueront pas d'être aimés. Or, dans toute famille, vous risquez d'être aimé. Un enfant qui arrive dans une famille, s'il tombe sur des braves gens, il peut parfaitement devenir le fils ou la fille supplémentaire. Or, voilà ce que dit Chamousset, et je cite, « Sans parents, sans soutien que celui qu'un sage gouvernement leur procure, ils ne tiennent à rien, ils n'ont rien à perdre. La mort même pourrait-elle paraître redoutable à de pareils hommes que rien ne semble attacher à la vie et que l'on pourrait familiariser de bonne heure avec le danger en les destinant à devenir soldats ?» C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ces enfants ne reçoivent d'affection de nulle part pour en faire des bêtes à tuer. Et il ne doit pas être difficile de leur faire regarder la mort et les dangers avec indifférence à des gens que l'on élèvera dans ces sentiments et qui n'en seront pas distraits par une tendresse réciproque ou par une liaison de parenté. N'ayant point pour eux une tendresse aveugle telle que souvent ils ont pour leurs enfants, ces paysans ne leur inspireraient pas ce désir de se conserver que chaque homme n'a peut-être que trop et qui ne tend qu'à faire naître la peur, quand la raison et les principes ne le règlent pas. Un homme qui a peur de mourir, c'est pour des raisons et des principes qu'il ne règle pas. Donc on va envoyer des enfants à la campagne, chez des gens dont on va s'assurer qu'ils n'auront pas la faiblesse de les aimer et qui pourront les envoyer se faire tuer à leur place. Non, Choiseul l'a appliqué. Ça, c'est Chamousset qui l'a théorisé. Et Choiseul, en arrivant au pouvoir, alors j'ai la référence si tu veux, je l'ai quelque part, Choiseul a dit, à partir de maintenant, les enfants des hôpitaux qui seront envoyés dans des familles pourront être tirés à la milice, à la place, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu le livre de Chamousset et ensuite la décision de Choiseul qui donne l'autorisation de tirer les enfants sous tutelle, que j'appelle moi sous tutelle, les enfants de l'hôpital, en lieu et place des enfants de la famille. C'est-à-dire qu'on peut dire que le système qui consiste à dire, pour les enfants de la DAS, il n'y a que des familles, il n'y a que des Thénardier qui fonctionnent, c'est les Lumières qui l'ont inventé, et mis en pratique, et théorisé. Thénardier, c'est dans Cosette, c'est Victor Hugo, tu n'as pas lu Victor Hugo, Cosette, Les Misérables, bon. La petite Cosette, alors c'est au 19e siècle, hein, Cosette, c'est pas au 18e, là ce qu'on parle c'est le 18e, mais au 19e siècle, Cosette c'est une petite fille dont la mère est trop misérable, donc la petite fille est mise chez un couple qui s'appelle Thénardier, qui la maltraite, qui la bat, c'est la mauvaise famille, c'est les mauvais parents. Et je sais qu'il y a encore aujourd'hui, bon moi j'habite dans une région qui a beaucoup servi d'asile à des enfants de la DAS, maintenant c'est plus la DAS mais le système est le même, et j'ai entendu des histoires absolument abominables, c'est-à-dire que des enfants sont retirés de familles où on les aime pour être mis dans des familles où on les maltraite. Ça a été repris par des dictatures. Ouais. C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça a été repris par toutes les dictatures, absolument. Et le faire élever des enfants dans l'idée que de toute façon ils tiendront à rien, qu'ils se feront tuer et tout. Non mais je veux dire, c'est une abomination, mais c'est bien des Lumières quand même. Moi je voudrais que M. Mélenchon me dise ce qu'il pense de ça, parce que Pierron de Chamousset est un homme des Lumières, il le dit, il le revendique, Voltaire le dit, Diderot le dit, Chamousset est un homme des Lumières. C'est lui qui a inventé que les enfants sous tutelle doivent être élevés hors de l'amour, portée de l'amour de qui que ce soit. Et regardez le mépris, il dit ces paysans ne leur inspirent, enfin ces paysans, ces familles ne leur inspireraient pas ce désir de se conserver que chaque homme n'a peut-être que trop. Attendez, vouloir vivre, c'est quoi? C'est immonde, c'est immonde. Enfin bon, le commentaire est superfétatoire, je pense que vous le pensez aussi, c'est pas la peine que j'en rajoute. Mais je dis, moi je tombe là-dessus, les bras m'en tombent, je dis, mais c'est quoi les Lumières? Alors c'est pas l'esclavage, c'est pas la suppression de la torture, alors c'est quoi? Il va bien y avoir quelque chose. Bon, bah alors les Lumières, c'est bien connu, ils ont promu l'éducation du peuple. Tiens bon. Alors, qu'est-ce que c'est que le peuple? Qu'est-ce que c'est que le peuple pour les Lumières? Est-ce que c'est
le bien commun? Est-ce que c'est vous et moi? Non, c'est les autres. C'est les autres. Et dans la définition, au mot philosophe, dans l'encyclopédie, on trouve un truc absolument truculent qui dit « La raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien ». Alors c'est mieux quand c'est lui qui le dit, parce que moi je vous dis depuis tout à l'heure que les Lumières ont repris en fait le jansénisme, hein, c'est-à-dire la notion d'élection. Alors il y a l'élection divine pour les jansénistes et puis il y a l'élection par la raison pour les Lumières. C'est ça que ça dit. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les jansénistes qui sont des chrétiens, donc qui se revendiquent de Dieu, et puis vous avez les philosophes qui se revendiquent de la raison. Donc ce sont deux mondes complètement différents, mais qui résonnent exactement sur le même logiciel. Et il le dit très bien, il dit « La raison est à l'égard du philosophe ce que la grâce est à l'égard du chrétien, la grâce détermine le chrétien à agir, et la raison détermine le philosophe. » D'accord? Alors, les autres hommes, vous avez les philosophes, et les autres hommes sont emportés par leur passion sans que les actions qu'ils font soient précédées de la réflexion. C'est-à-dire, vous avez les philosophes qui réfléchissent, et puis le commun des mortels qui fait que des bêtises. C'est bien ce qui a marqué là. Ce sont des hommes qui marchent dans les ténèbres, au lieu que le philosophe, dans ses passions même, n'agit qu'après réflexion. Donc vous avez les gens qui pensent, et vous avez les imbéciles, c'est-à-dire le peuple. Il marche la nuit, mais il est précédé d'un flambeau. Le philosophe forme ses principes sur une infinité d'observations particulières, alors que le peuple adopte le principe sans penser aux observations. Non mais vous vous rendez... C'est dans l'encyclopédie, ça, Étienne, c'est philosophe, hein, tu tombes là-dessus. C'est absolument... Je vous expliquerai comment rentrer dans l'encyclopédie, c'est simple comme bonjour. Je vous le mettrai sur Internet, si le truc va sur le site, mais je vous expliquerai, c'est très très simple. Vous avez dans lexilogos, vous faites lexilogos et vous pouvez avoir tous les dictionnaires. Moi je veux lexilogos, je vais écrire un truc en arabe, lexilogos arabe, paf paf paf, hein, on retrouve tout, lexilogos, et lexilogos encyclopédie. Et vous tombez sur l'encyclopédie de Diderot. Donc, vous avez après un accès par lettre, vous pouvez trouver tout ça en 15 secondes. 15 secondes, le temps de charger les xylogos, hein, tout compris. Après, c'est 0,15 secondes pour tomber sur le mot que vous cherchez. Donc, je continue. Le peuple adopte le principe sans penser aux observations qui l'ont produit. Il croit que la maxime existe, pour ainsi dire, par elle-même, mais le philosophe prend la maxime à sa source, il en examine l'origine, il en connaît la propre valeur, il n'en fait que l'usage qui lui convient. Si c'est pas de l'élitisme, ça c'est quoi? Attendez. Il n'est pas en train de dire la moitié de la population ce sont des philosophes et le reste ce sont des imbéciles. C'est le philosophe, c'est l'intelligent, et le commun des mortels, ce sont des cons. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui est marqué. Je ne l'invente pas. Tout le monde peut vérifier ce que je dis. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à mendiant? Mendiant, qu'est-ce que c'est qu'un mendiant? Alors, c'est un gueux ou vagabond de profession qui demande l'aumône par oisiveté et par fainéantise au lieu de gagner sa vie par le travail. C'est ça un mendiant. Moi, je vais vous dire ce que c'était qu'un mendiant sous l'Ancien Régime. C'était un miséreux qui ne voulait pas voler. C'est la définition du MEDEF, ça? C'est la définition de la compagnie du Saint-Sacrement. Tout à fait. Mais c'est les Lumières. C'est la définition des Lumières. Et je vais vous dire ce qui est terrible, et c'est là que ça m'a sauté aux yeux ce que c'était que les Lumières, parce que j'ai fait une recherche petit à petit, quand même, tout m'est pas tombé dessus d'un coup, j'ai tiré sur le fil. Hein. Bon. J'ai étudié ce que c'était que l'hôpital général, qui était dirigé par les magistrats jansénistes. Donc je connais exactement toutes les théories jansénistes sur les gueux un gueux qui n'est pas un invalide ou un vieillard, c'est simplement un feignasse. L'agriculture manque de bras, il n'a qu'à aller travailler. Donc un gueux, un pauvre, qui tend la main, c'est un salaud. On le fouette, on l'envoie aux galères, enfin c'est hallucinant. La cruauté et la dureté des magistrats vis-à-vis de ce qu'ils appellent les gueux, c'est-à-dire les pauvres. Et les façons de perdre, à cette époque-là, les façons de perdre son outil de travail et ce qui fait la vie de tous les jours, il y en a à chaque guerre. Et les guerres, il y en a sans arrêt. Alors, c'est pas tout le temps qu'il y a des guerres, mais il y en a souvent. Et chaque guerre produit son lot de misère insoutenable, où le paysan qui avait sa dignité, qui avait sa vache, qui avait son âne, qui avait sa maison, etc., brusquement, il n'a plus rien, et il n'a plus rien, et il mendie. Il mendie parce que s'il ne mendie pas, il vole. Et ces gens-là sont des feignants. Ce sont des feignants, c'est-à-dire qu'il y a un refus de la part des magistrats jansénistes de considérer que la pauvreté puisse être une calamité. C'est pas une calamité, c'est un péché. Et ça rentre dans leur idéologie, dans l'idéologie qu'ils professent, puisqu'il dit que de toute façon, s'ils étaient bien, Dieu leur aurait donné la fortune. On est bien d'accord? Donc vous voyez, et les Lumières reprennent la même chose. C'est Diderot. Alors je ne dis pas que c'est Diderot qui a écrit Mendiant, mais c'est lui qui l'a publié en tout cas. C'est bon, moi je trouve ça. Bon, la conclusion, c'est
Écoutez, non, c'est pas la conclusion, c'est la suite. La conclusion, vous allez la voir après. Tel est l'effet de l'habitude d'une grande misère que l'état de mendiant et de vagabond attache les hommes qui ont eu la lâcheté de l'embrasser. Un vagabond, c'est pas seulement un salaud, c'est un lâche. C'est par cette raison que ce métier, école du vol, se multiplie et se perpétue de père en fils. Séparons les familles. Et ça a été appliqué. Les miséreux qui étaient enfermés à l'hôpital général, on les séparait instantanément de leurs enfants. C'est atroce. J'ai lu des trucs, c'est atroce. Une mère arrivait à l'hôpital général avec ses enfants dans les bras, on les lui enlevait et elle ne les revoyait pas. Dans le même bâtiment. La mère ici, les enfants là. Les pères, c'était pareil. Bah oui, puisque de toute façon, le vice se perpétue de père en fils. Le châtiment devient d'autant plus nécessaire à leur égard que leur exemple est contagieux. Si on laisse des gens mendier, d'autres vont se dire pourquoi pas moi. C'est-à-dire que non seulement il faut châtier les mendiants, mais il faut les retirer de l'œil du public. Et c'est tout l'univers concentrationnaire de l'hôpital. Ça, je l'ai étudié comme étant l'essence de la bigoterie des jansénistes et de la Compagnie des Saints-Sacrements qui les a précédés de peu. Mais là, c'est les Lumières, c'est Diderot, là. C'est Diderot. Quant aux vagabonds de profession, alors parce qu'il y a encore tout un développement, quant aux vagabonds de profession, on a des travaux utiles dans les colonies où on peut employer leurs bras à bon marché. À bon entendeur, salut, si vous n'avez pas compris. Enfin bon, je pense que vous avez compris. Diderot, il a écrit des trucs intéressants, notamment sur le dimanche. Bon, alors vous savez que le dimanche, c'est quoi? C'est une conquête de civilisation, je dirais, qui a été insufflée par les Juifs. Hein. C'est tu respecteras le jour du Seigneur. C'est-à-dire que ce jour-là, non seulement tu ne travailles pas, mais tu ne fais pas travailler ton esclave, on s'arrête, travaille 6 jours, on s'arrête le 7e. Je pense que c'est un progrès absolument extraordinaire dans une société, dans une civilisation. On travaille 6 jours, on s'arrête le 7e. Incidemment, vous savez ce qu'ils ont fait les révolutionnaires? Ils ont rajouté 3 jours, ils ont fait la semaine de 10 jours, comme ça, pendant la Révolution, et jusqu'à ce que ce soit aboli. Les ouvriers travaillaient 10 jours au lieu de 7, il paraît que c'était une grande conquête de la gauche. Enfin, passons. Je reviens à l'article dimanche. Alors, à l'origine, il y a le sabbat, hein, le sabbat juif, qui a été entièrement repris par le christianisme, par le catholicisme. On travaille 6 jours et on s'arrête le dimanche. Et il est interdit d'obliger qui que ce soit à travailler le dimanche. Il est interdit soit de travailler le dimanche, il est interdit de faire travailler quelqu'un le dimanche. Alors il est interdit soit, bien sûr, de travailler le dimanche. Bah oui, c'est pas la peine d'aller montrer à tout le monde que ce jour-là... mais sauf qu'un paysan, quand il y a la moisson, il va travailler quand même. Il va travailler quand même. Mais il n'a pas le droit d'imposer. Personne n'a le droit d'imposer le travail le dimanche. Heureusement, les Lumières sont là qui vont vous expliquer qu'on peut faire des tas de choses le dimanche et que c'est une grave oppression dont on va venir à bout. Et alors là, je cite, ou j'ouvre les guillemets. Si on accordait pour tous les dimanches la liberté du travail l'après-midi, ce serait une œuvre de charité bien favorable à tant de familles pauvres. Ce qui récemment a été traduit par travailler plus pour gagner plus. Puisqu'ils sont pauvres et on les empêche de travailler une demi-journée de plus. Et alors, pourquoi une demi-journée et pas une journée complète? Parce que le matin, il faut que ces gens-là aillent faire leur dévotion. Et si vous supprimez la religion, ils risqueraient de... Donc, on les laisse aller à la messe le dimanche matin. Et l'après-midi, on va les mettre au travail, puisqu'ils sont pauvres. Et alors, ils font même un calcul de tout ce que ça pourrait rapporter. On multiplie par le nombre de gens qui est derrière, et il dit, et l'État pourrait s'enrichir de temps. Donc, on va supprimer le dimanche, on va faire travailler les gens le dimanche. Les gens sont moins pauvres, puis alors l'État, qu'est-ce qu'il va pouvoir récupérer? Et alors, il n'y a pas que les plus pauvres qu'on va faire travailler le dimanche. Écoutez le raisonnement. À l'égard de ceux-mêmes qui ne sont pas pauvres, ils n'iraient pas au cabaret dépenser, au grand préjudice de leur famille, une partie de ce qu'ils ont gagné dans la semaine. Ils ne s'enivreraient pas, ils ne se querelleraient pas, ils éviteraient ainsi tous les maux que cause l'oisiveté et la cessation d'un travail innocent, utile pour eux et pour l'État. Vous vous rendez compte, le dimanche, les gens, ils s'amusent, ils vont au cabaret, ils rigolent. Attendez, il faut arrêter ça tout de suite. Ça, c'est pas Voltaire qui écrit ça. Voltaire, je vous ai dit ce qu'il a marqué, mais il dit la même chose. Et c'est dans l'encyclopédie, ça. C'est dans l'encyclopédie. Il faut que les pauvres arrêtent de faire dépenser leur argent et de s'enivrer le dimanche. S'ils ont envie de s'enivrer, c'est quand même bien leur affaire, non? Que le peuple arrête de rigoler. On n'est pas là pour rigoler. Ne peut-on pas proposer, alors ça c'est le pompon, ne peut-on pas proposer dans le même esprit d'employer quelques heures de ce saint jour, parce que ça reste saint, on est quand même, on est encore dans un pays chrétien, pour procurer à tous les villages et hameaux certaines commodités qui leur manquent, un puits par exemple, une fontaine, un abreuvoir, une laverie,
Et surtout pour rendre les chemins beaucoup plus aisés qu'on ne les trouve d'ordinaire dans les campagnes éloignées. En effet, quoique les grandes routes soient en bon état presque partout dans le royaume, alors j'ouvre une parenthèse, les grandes routes sont en état presque partout dans le royaume parce qu'il existe un impôt en nature qui se paye en journée de travail à faire les routes et cet impôt s'appelle la corvée. Je ferme la parenthèse. Il reste encore plusieurs chemins de traverse où il y a beaucoup à refaire et dont la réparation serait très utile au peuple. C'est-à-dire que les Lumières se sont battus comme des diables pour faire supprimer la corvée, qui était un impôt en nature, mais qui, appliqué à la campagne, retirait des champs des gens à qui on imposait d'aller faire les routes au moment où c'était le plus malvenu pour eux. Or, les gens des Lumières étaient des obsédés de la productivité agricole, parce qu'ils investissaient dans le grain et qu'ils se faisaient des fortunes colossales. Donc il fallait rendre les bras de l'agriculture à l'agriculture et cesser la corvée. Alors, la corvée était à l'origine un impôt intelligent et juste, qui est devenu de plus en plus fou et affreusement injuste, parce qu'il s'appliquait à tout et n'importe quoi, parce qu'il aurait dû, fonctionner dans des conditions de respect des travaux agricoles, et les paysans préféraient payer un impôt en nature qu'en argent. Mais c'est évident. Et en plus, je vous signale que la corvée a été rétablie sous un autre nom dans les années 1830. On appelait ça la loi vicinale, c'est-à-dire que quand il a fallu relier tous les villages entre eux et refaire des routes, tout le maillage routier merveilleux qu'on a en France, ça s'est fait par la loi vicinale qui a rétabli la corvée, sans l'appeler comme ça, tellement le souvenir était mauvais. Et dans tous les villages, on a dit, vous devez faire la route qui mène de chez vous à la limite du village voisin, et vous le paierez par famille en un certain nombre de journées, par an, en dehors des périodes de production agricole, avec tout un tas de trucs. Et ça a été très bien fait, ça a été magnifiquement fait. On pouvait racheter son jour de corvée si on préférait le payer, on pouvait payer quelqu'un à le faire, et toutes les routes qu'on a aujourd'hui ont été faites comme ça. Donc la corvée en soi, a priori, était un système qui était bien, qui avait été dévoyé et affreusement transformé en une tyrannie sans nom pour la paysannerie. Donc les Lumières ont demandé son abolition, mais pas pour tout le monde, puisqu'ils demandent que ce qui a été aboli à titre d'un impôt, ça soit fait pour empêcher les gens de s'enivrer le dimanche, et il n'y avait qu'à aller leur faire des routes gratuitement. Gratuitement. Hein. C'est même pas le rétablissement de la corvée, c'est le remplacement de la corvée par les travaux forcés gratuits. Ce monde-ci, il faut que j'en convienne, est un composé de fripons, de fanatiques et d'imbéciles. Le monde, c'est ça. Parmi lesquels il y a un petit troupeau séparé qu'on appelle la bonne compagnie. Ce petit troupeau est riche, bien élevé, instruit, poli. Il est comme la fleur du genre humain. C'est pour lui que les plaisirs honnêtes sont faits. C'est pour lui que les plus grands hommes ont travaillé. C'est ça que Voltaire pense du peuple. Ce sont tous des imbéciles, sauf le petit troupeau de gens riches. Et la formule qui tue, qui nous a été communiquée par Guillemin, je vous parlerai de Guillemin tout à l'heure, enfin c'est Étienne qui m'a fait connaître Guillemin, ça paraît sur Égalité et Réconciliation, c'est un historien qui a fait dans les années 1970 une série de vidéos absolument extraordinaires, d'une pédagogie absolument, mais c'est somptueux. Et Guillemin, je peux dire idéologiquement, on passerait une feuille de cigarette entre lui et moi difficilement, quoi. C'est-à-dire, il y a des choses que je sais qu'il ne savait pas parce que l'histoire a évolué depuis qu'il a écrit, mais idéologiquement, je me retrouve complètement dans ses indignations, dans sa révolte, et il a trouvé la formule qui tue, et qui est de Voltaire, et c'est en train de buzzer, hein. Enfin, ça passe partout, maintenant je vois sur Égalité et Réconciliation, on retrouve la formule. Alors je l'ai retrouvé dans son texte originel, c'est tiré je vous le retrouverai, je vous le mettrai. La citation est la suivante. « L'esprit d'une nation réside toujours dans le petit nombre qui fait travailler le grand et nourri par lui et le gouverne. » Lumière, lumière. Pardon ? Mondialisation. Voilà, je vois vous faites court, vous faites plus court que moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai dit que les jésuites faisaient des écoles gratuites partout. Bon. En 1763, en 1762, c'est-à-dire peu avant l'hallali final contre les jésuites, un monsieur qui s'appelait La Chalotais, qui était procureur du Parlement de Bretagne, c'est-à-dire c'était un haut magistrat, janséniste, mais janséniste de chez janséniste, au Parlement de Bretagne.
Et ce monsieur a laissé son nom dans l'histoire sur 3 événements. Le premier, c'est qu'il a refusé d'obéir au roi et il a lancé une espèce de révolte contre des juges, contre le pouvoir royal. Ça a été l'équivalent de l'affaire Dreyfus à son époque. Il a fait une deuxième chose, c'est qu'il a eu la peau des jésuites. C'est-à-dire qu'il a examiné, en tant que magistrat, ce qu'on appelait les constitutions des jésuites. Il a estimé que c'était contre le royaume de France, etc. Et il a réussi à faire voter par le Parlement de Paris. C'est une longue histoire, je vous la fais courte. Il a réussi à faire interdire les jésuites. C'est pas lui qui a voté, c'est l'ensemble des magistrats qui a voté, mais c'est lui qui a préparé le dossier. C'est-à-dire que M. Lachalotais haïssait les jésuites, il voulait absolument la fin des jésuites, et il a réussi à l'obtenir. Mais on le connaît pour une troisième chose, qui est son essai d'éducation nationale. C'est-à-dire que cet homme éclairé, alors il ne faisait pas partie de la secte des Lumières et des encyclopédistes, puisqu'il faisait partie de la secte des jansénistes, mais vous allez voir que les grands esprits se rencontrent. Il a écrit un essai d'éducation nationale, qui dit « Le bien de la société demande que les connaissances du peuple ne s'étendent pas plus loin que ses occupations. » Et Voltaire a écrit en 1763 à ce monsieur pour le féliciter chaleureusement et lui a dit « Je vous remercie de proscrire l'étude chez les laboureurs. » Et 3 ans plus tard, Voltaire écrit « Je crois que nous ne nous entendons pas sur l'article du peuple que vous croyez digne d'être instruit. J'entends par peuple la populace qui n'a que ses bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyens ait jamais le temps ni la capacité de s'instruire. Il mourrait de faim avant de devenir philosophe. Et vous avez compris que le 2 mondes se divise en 2. Il y a le peuple et il y a les philosophes. Donc puisque le peuple est le peuple, il n'a pas besoin de s'instruire. Il ne deviendra jamais philosophe. Il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Si vous aviez comme moi une terre et si vous aviez des charrues, vous seriez de mon avis. Ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois, c'est l'habitant des villes. On doit prêcher la vertu au plus bas peuple. Quand la populace se mêle de raisonner, tout est perdu. Lumière, lumière. Donc l'anticléricalisme des Lumières a consisté à reprocher à l'Église et aux jésuites d'instruire le peuple. Et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Diderot a écrit un autre article à propos de jésuites. J'ai eu la première fois que j'ai lu ça, j'ai eu honte pour lui. J'ai dit comment peut-on faire un article dans un dictionnaire, un article de cette teneur. Il y a eu dans les années 1730, je crois que c'était en 1734, je crois, une affaire de mœurs qui avait défrayé la chronique, dans laquelle un père jésuite qui s'appelait le père Girard a été accusé par une pénitente on dirait aujourd'hui, d'un attentat sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, de lui avoir mis la main, enfin d'avoir essayé d'abuser sexuellement d'elle. Donc il y a eu un procès. Et le procès a été gagné par le père Girard. C'est-à-dire qu'il a été reconnu innocent. Eh bien, dans son dictionnaire, à l'article jésuite, Diderot reproche aux jésuites d'avoir fait éviter le bûcher au père Girard. Allez regarder, c'est dedans. Il aurait fallu non seulement qu'il ne le défende pas, mais qu'il le laisse brûler. Brûler, c'est marqué. Les jésuites, je vous ai raconté, ont fait des merveilles en Amérique. C'est-à-dire qu'ils ont réussi pendant 2 siècles à préserver une communauté indigène, les Guaranis, c'était au Paraguay, à les préserver de la mise en esclavage des esclavagistes. C'est-à-dire que vraiment, d'abord ils les ont baptisés en les baptisant des chrétiens. Les chrétiens, on ne pouvait pas les réduire en esclavage. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont surtout respecté. Et au-delà, la beauté de cette civilisation guarani, c'était une très très belle chose. Eh bien, dans son article, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les jésuites ont été interdits, il y a eu une expédition qui a été envoyée d'Europe pour massacrer tout le monde. Les massacrer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les jésuites étaient interdits, il n'y avait plus rien qui protégeait les Guaranis. Et on a massacré les hommes, les femmes, les enfants et les jésuites. Eh bien, Voltaire a investi, parce qu'il investissait partout, il était plein de fric, dans un navire qui est allé, vous savez, vous pouviez, un navire va partir, qui est-ce qui veut armer? Alors c'était au plus offrant, moi je prends tant de part et tout. Et Voltaire se vante d'avoir mis de l'argent pour armer un navire qui est allé massacrer les Guaranis et les jésuites. Et il trouve ça très bien. Et dans l'article jésuite, Diderot écrit que les jésuites, parmi tout ce qu'il a à leur reprocher, ont soulevé les Guaranis contre leur souverain légitime. Et alors le pompon, au propos des jésuites, c'est extraordinaire, il écrit que
leur journal, le fameux journal de Trévoux, c'était un journal nul parce que le journal a bêtement irrité contre sa société notre de Voltaire. Comment un journal peut-il être suffisamment stupide pour irriter notre de Voltaire? Il s'agit d'un dictionnaire, là, c'est pas d'un journal qui va paraître. Notre de Voltaire qui a fait pleuvoir sur elle et sur lui le mépris et le ridicule, le peignant lui comme un imbécile, ses confrères, enfin, il est en train de reprocher dans un truc qui est considéré comme un recueil de savoir, une opinion absolument immonde qui consiste à dire, vous les jésuites, vous n'avez même pas été capables d'empêcher notre de Voltaire de vomir sur lui sa haine et ses libelles fielleux. C'est hallucinant. Lisez, c'est à l'article jésuite. Qu'est-ce qui caractérisait également, alors là, ça va être la dernière partie de ce qu'on peut trouver dans l'idéologie des Lumières. Il y en a d'autres, hein. Il y a le libéralisme économique, clairement, il faut abolir toute réglementation, il faut laisser les prix se faire par le marché, il faut abolir les corporations, il faut laisser les ouvriers négocier eux-mêmes leur salaire avec leurs patrons. Enfin, c'est libéral. Mais je ne m'arrête pas à ça. Je vais m'arrêter un instant sur la moralité prônée par les Lumières. On retrouve exactement le même idée d'élitisme. D'une part, les Lumières ont repris un texte qui s'appelle... j'ai encore le temps ? Un texte qui s'appelle La fable des abeilles, d'un Anglais qui s'appelait Mandeville. Et La fable des abeilles, que j'ai lu, que vous pouvez trouver facilement sur Internet aussi, c'est un petit conte, pas très long, qui explique quand une société est vicieuse, c'est-à-dire qu'on ment, qu'on triche, qu'on vole, etc., tout va bien. Mais si tout le monde se met à devenir vertueux, plus personne ne gagne d'argent et c'est la misère. C'est-à-dire que c'est un texte qui dit vive le vice et abat la vertu. L'important, c'est de se cacher. C'est qui qui a fait ça? Mandeville, un monsieur qui s'appelle Mandeville. Et Voltaire, dans ce genre de morale publique, il avait une formule extraordinaire, il disait « Le mensonge n'est un vice que quand il fait mal. C'est une très grande vertu quand il fait du bien. Alors soyez donc plus vertueux que jamais, il faut mentir comme un diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours. Mentez, mes amis, mentez, je vous le rendrai un jour. » Comme en politique. Sauf qu'en politique, on dit « Moi, je ne mens pas », tandis que oui, allez-y. Voltaire a écrit aussi des trucs intéressants contre la répression de l'homosexualité. Alors moi j'ai déjà trouvé sur Internet, oui, Voltaire il a défendu des homosexuels opprimés. Alors je vais vous dire quels sont les homosexuels opprimés que Voltaire a défendus, vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes, écoutez bien. Voltaire écrit « L'abbé Desfontaines fut sur le point d'être cuit en place de grève », alors cuit en place de grève ça veut dire brûlé vif, hein, tout le monde a compris, pour avoir abusé de quelques petits savoyards qui ramonaient sa cheminée. Des protecteurs le sauvèrent, il fallait une victime, on cuisit Deschauffour à sa place. Qui est Deschauffour ? Eh bien, un homosexuel qu'on a brûlé vif en place de grève, cela est trop fort, 3 points de suspension. C'est-à-dire que vraiment, cuire un malheureux Deschauffour, parce qu'on n'a pas réussi à cuire Desfontaines, qui avait abusé de quelques petits... Non. Alors je vais vous dire le fin mot de l'histoire. Le fameux abbé Desfontaines, il violait des petits ramoneurs. Alors c'est quoi les petits ramoneurs? C'est des petits enfants qui venaient de Savoie, c'était beaucoup la Savoie qui fournissait des petits ramoneurs, qui entre l'âge de 8 ans et l'âge de 12-13 ans, ils devenaient trop grands. Ils suivaient des ramoneurs et ils rentraient dans les villes, ils ramenaient les cheminées, ils descendaient dedans, et ils ramenaient parce qu'ils étaient assez étroits pour descendre. Alors ils descendaient, ils tombaient dans les cheminées, tout noir dessus, ils remontaient. Et lui, l'abbé Desfontaines, il les violait. Pourquoi se gêner? Alors il y a quand même des plaintes qui circulaient, parce qu'on n'avait pas le droit de violer les petits garçons, pas plus à l'époque que maintenant, ce qui n'empêche pas de le faire, mais enfin disons que le droit existait. Et il a été sauvé par des protecteurs. Parce que l'abbé Desfontaines, il avait le bras long. Vous savez comment s'appelaient les protecteurs qui ont sauvé l'abbé Desfontaines? Il s'appelait Voltaire. C'est lui qui a fait sortir Desfontaines. Et j'ai même vu le texte qu'il a écrit pour faire sortir Desfontaines. Jamais l'abbé Desfontaines ne serait capable de ces crimes affreux dont on l'accuse. C'est-à-dire que Voltaire a écrit qu'il n'était pas capable de le faire, puis quelques années plus tard, il dit « Bah oui, bah évidemment, bon bah quoi, et alors, c'est pas grave. » En tout cas, il a réussi quand même à échapper au bûcher. Par contre, celui qu'on a cuit en grève à sa place, c'est Deschauffour. Et cela est trop fort. Vous êtes d'accord avec moi que cuire en grève un homme parce que il aurait pratiqué la sodomie, c'est quand même peut-être un peu fort. Ben, je vais vous dire qui c'était Deschauffour. C'était le plus grand pédocriminel qu'on ait arrêté de son siècle. Il organisait des orgies pédophiles pour lui, il enlevait des enfants dans la rue, il organisait des orgies pédophiles, il avait un portefeuille de clientèle à travers toute l'Europe. C'était un pédocriminel de la pire espèce. Et il y a eu des plaintes, parce qu'il y a vraiment eu un dossier, j'ai lu pas mal de pièces du dossier, il y a eu un procès,
Parce qu'il y a eu des plaintes qui ont été suivies des faits. À un moment donné, si vous voulez, le criminel, quand vous avez une mère qui porte plainte, un gosse qui se plaint, et vous avez un certificat médical qu'effectivement le gosse a été abusé, et qu'il y a des traces et tout, et puis qu'après il y a des gens qui viennent, le procès, au bout d'un moment, on ne peut plus l'éviter. On ne peut plus l'éviter. Donc Deschauffour a été arrêté, il a été jugé. À ce moment-là, tous ses comparses l'ont lâché, parce qu'au bout d'un moment, vous savez, pour que le truc puisse continuer, on coupe la cordée, on coupe le dernier cordé pour que les autres puissent continuer. Et il a effectivement été brûlé, mais pas vif. Il a été brûlé mort. On l'a étranglé, évidemment. Donc c'est pas la peine de dire qu'il a été brûlé vif, c'est pas vrai. C'est son cadavre qui a été cuit en grève, c'est pas lui. Parce que vraiment, ces gens-là, ils savaient... Enfin bon, ça s'appelait le rétintum. Quand on voulait éviter les supplices atroces, ça se faisait en quelques secondes, et ça a été le cas pour Deschauffour. Et le procès Deschauffour a été tellement scandaleux que les autorités ont fait en sorte qu'il ne soit pas publié. C'est-à-dire pour ne pas donner aux gens des idées de crimes qu'ils ne soupçonnaient même pas. Et c'était le cas, je veux dire, les crimes pédocriminels, c'était des trucs qui avaient cours et qui étaient absolument abominables, aussi abominables à l'époque que maintenant, et qu'on cachait non pas pour protéger les criminels, mais pour protéger l'innocence du peuple qui aurait été choqué outre mesure. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui vous bouleversent la vie tellement qu'on n'était plus content avant de savoir. Et c'était le cas des crimes de Benjamin Deschauffour. Alors, il existe un roman qui est paru en 1748 et qui a été écrit par de la bande, qui s'appelait Boyer d'Argence. Alors c'était un bon ami de Voltaire, c'était un bon ami de toute la bande, Boyer d'Argence. Et il a écrit un livre qui s'appelle Thérèse philosophe, qui est en fait un roman pornographique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un roman pornographique philosophique? C'est un truc pour s'exciter sexuellement, on a compris, c'est le principe du roman pornographique, mais on fait de la philosophie en même temps. Et alors la philosophie, c'est la philosophie des Lumières, puisque c'est les gens des Lumières. Alors, entre deux scènes de viol, enfin je vous passe les détails, vous imaginez très bien, vous n'avez pas besoin de moi. En plus, bon, c'est bon, vous en avez lu 3 lignes et puis vous avez compris la suite. Sauf si vous êtes amateur, là je vous donne un titre. Moi, c'est bon, j'ai pas besoin de... Je veux dire, ça me révulse. Et par contre, j'ai trouvé les petites touches philosophiques qu'il y a au milieu, mais ça vaut son pesant de cacahuètes, quoi. C'est vraiment... Écoutez ça. Donc, entre deux scènes de viol, de trucs d'une crudité, d'une violence, c'est du vrai porno, c'est pas du érotique soft, c'est du vrai porno. On a des trucs hautement philosophiques du genre, révéler aux sots des vérités qu'ils ne sentiraient pas ou desquelles ils abuseraient, serait la source de l'anarchie sociale. Il faut au peuple des règles qui, dans le fond, ne sont utiles qu'au bien de la société sous le voile de la religion. Ces vérités ne doivent être connues que par les gens qui savent penser et dont les passions sont tellement en équilibre entre elles qu'ils ne sont subjuguées par aucune. Cette espèce d'homme et de femme est très rare. Et là, on revient à l'élitisme. Écoutez bien, de 100 000 personnes, il n'y en a pas 20 qui s'accoutument à penser, et de ces 20, à peine en trouverez-vous 4 qui pensent en effet par elles-mêmes, ou qui ne sont pas emportés par quelque passion dominante. Sur 100 000 personnes, il y en a 4 qui valent quelque chose. Et puis on commence à violer machin truc, etc. Puis après, hop, on retrouve une pensée philosophique. J'en ai trouvé une. Alors écoutez bien, ouvrez vite vos oreilles, parce que ça, c'est ça les Lumières aussi. Ça en fait partie, ça en est issu. Écoutez bien. Ma petite mère, tu sais ce qu'il me faut auparavant. Je ne vaux rien quand je n'ai pas fait la besogne qui affecte le plus vivement mon imagination. Les autres idées ne sont pas nettes et se trouvent toujours absorbées, confondues par celles-ci. Je t'ai déjà dit que lorsqu'à Paris je m'occupais presque uniquement de la lecture et des sciences les plus abstraites, dès que je sentais l'aiguillon de la chair me tracasser, j'avais une petite fille, ad hoc, comme on a un pot de chambre pour pisser, et à qui je faisais 1 ou 2 fois la grosse besogne dont il vous plaît de ne pas vouloir tâter de ma façon. Alors l'esprit tranquille, les idées nettes, je me remettais au travail, et je soutiens que tout homme de lettres, tout homme de cabinet qui a un peu de tempérament, doit user de ce remède aussi nécessaire à la santé du corps qu'à celle de l'esprit. Je dis plus, je prétends que tout honnête homme qui connaît les devoirs de la société devrait en faire usage, afin de s'assurer de n'être point excité trop vivement à s'écarter de ses devoirs en débauchant la femme ou la fille de ses amis ou de ses voisins. Est-ce que vous pouvez imaginer une plus belle apologie de la pédophilie et de l'enlèvement des enfants du peuple, puisque pour sauver les enfants des voisins et des amis, on va les chercher. Les pauvres, les enfants des pauvres. Les enfants des pauvres. De toute façon, les riches, ils font partie du petit lot. Bon, il y a encore d'autres choses, mais on va arrêter sur la liste
des horreurs, de ce que je considère comme des horreurs trouvées dans l'encyclopédie et dans les philosophes des Lumières, je vais vous dire quand même une chose, c'est que les Lumières sont arrivées au pouvoir de façon météorique assez rapide, entre 1774 et 1776, ça a duré un peu moins de 18 mois, quand Turgot est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire que Louis XV est mort, le jeune Louis XVI est arrivé au pouvoir, il avait 20 ans, il ne connaissait rien, il était très impressionné, il n'était pas du tout préparé, c'est son père d'abord qui avait été préparé à régner, ensuite son frère aîné. Et comme le frère aîné est mort, le jeune Louis XVI s'est trouvé à la mort de son grand-père, Louis XV, brusquement obligé de régner sans aucune préparation. Il était au bord des larmes. Il était au bord des larmes. Qu'est-ce que je vais faire? Et il y a des gens qui ont témoigné qu'il était avec la reine, qui avait le même âge, je crois, et qui disaient, mais Dieu nous garde, nous n'avons 20 ans, qu'allons-nous faire, qu'allons-nous faire? Et à ce moment-là, les philosophes se sont précipités, ils ont mis la main dessus. Majesté, majesté, on a trouvé un type, un génie, qui va régler tous les problèmes. Il s'appelle Turgot, c'est un homme des Lumières. Et voilà, et les Lumières sont arrivées au pouvoir. Turgot a fait deux choses essentielles. Il a fait beaucoup de choses, il a fait deux choses essentielles. Il a aboli la police des subsistances. Tout le principe de fonctionnement de la royauté depuis qu'elle existait, jusqu'à l'arrivée de Turgot. Non, il y a eu une ou deux expériences dans les années 1760, mais bon, il y a une ou deux expériences avant. Disons jusqu'à l'arrivée des Lumières. Toute la politique de la royauté consiste à assurer qu'en cas de difficulté de distribution des subsistances, c'est-à-dire en cas de famine, de difficulté, de disette, la famine, c'est quand il n'y a plus rien à faire, mais en cas de disette, de difficulté due à une mauvaise récolte ou à une guerre et tout, le roi, l'autorité royale, s'assure que les subsistances sont équitablement réparties et que le peuple ne va pas tomber victime de spéculateurs. L'obsession, c'est empêcher des gens de s'enrichir sur le pain du peuple. C'est-à-dire que, en cas de difficulté, on sait, et ça s'est fait beaucoup à la fin du règne de Louis XIV, ça a été terrible, il y a une situation où le blé manque, donc dès que le blé manque, vous avez des marchands qui vont récupérer le blé qui, lui, ne manque pas, et profitent de la montée, de la rareté pour faire monter les prix et s'enrichir. Il y a des fortunes colossales qui se sont faites dans des périodes de famine qui ont été plus provoquées par la peur de la famine et la spéculation directe que par la réalité d'une absence totale de subsistance. Parce que le roi ne pouvait pas être partout, mais la police du roi, le raison d'être de la police du roi, c'est de s'assurer que les spéculateurs ne vont pas faire la loi et que le grain et le pain vont être distribués équitablement. La loi, le principe de base, c'est que le pain soit accessible aux plus pauvres de mes sujets. C'est ça, la règle de la royauté. Turgot arrive au pouvoir et il dit « Le prix du pain ne sera plus fixé par le roi, mais par le marché. » D'accord ? Ça, c'est dans l'encyclopédie. Je vous ai passé l'article sur les grains, le truc, parce que je vous dis que c'était trop long. Donc, il arrive et il supprime la police des grains. C'est-à-dire que non seulement il dit maintenant c'est le marché qui va faire le prix, c'est-à-dire le marchand et l'acheteur, mais avant, le grain était acheté comment? Vous aviez les paysans qui portaient leurs grains au marché. Le marché, c'est la place du village, hein. C'est pas le marché, l'entité abstraite. Le marché, c'est la place du village. Donc, pendant tout, non pas l'Ancien Régime, mais pendant tout le régime, pendant toute la royauté, tout le principe de la royauté française fonctionnait comme ça. Le paysan apporte son grain sur la place du marché. Les habitants se servent. Et s'il y a du surplus, et si tout va bien, il y a du surplus, les marchands ont le droit de passer après. Les marchands qui sont des gens enregistrés, dont on connaît les noms, dont on connaît l'identité, dont on peut dire d'où ils viennent, qui est le prénom du père, de la mère, depuis quand ils sont là, où est-ce qu'ils vont porter, etc. Et vous avez pour ça la police des grains, la police des subsistances. À partir de Turgot, on supprime la police des grains et on a le droit d'acheter les grains chez le producteur. Donc les gens arrivent au marché, il n'y a pas de grain, où il est? Ah ben il est parti là-bas, il est parti sur des barges, il remonte la rivière, là il dit ben oui, et notre pain? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la guerre des farines, soulèvement général. Là, ça a été une explosion de violence extraordinaire. Ben, que fait Turgot? Ben, attendez, il dit, ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premières émeutes, Dijon. Alors, je suis en train de travailler dessus, hein. Je suis en train de vous bichonner un amour de petit... Bon, c'est ma recherche en ce moment. À Dijon, les autorités dijonnaises écrivent immédiatement au contrôleur général, à Turgot, en disant, écoutez, monsieur le ministre, ça ne va pas là, qu'est-ce qui se passe? Le grain s'en va, les gens s'arment, enfin bon, il y a des émeutes, ça monte. Et Turgot dit, ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire, c'est la loi. La loi, elle dit, c'est le marché qui fixe, alors vous obéissez à la loi. Le peuple,
Ben, il n'y a qu'à tirer dedans. Il dit, c'est vous qui, chargés de la police, devez régler, conduire, contenir le peuple et le plier à la soumission à la loi. C'est-à-dire que le libéralisme économique fait sortir tout le monde dans la rue, le pain est devenu trop cher, et quand il n'est pas trop cher, on le voit partir, parce que c'est ça qui se passait. Les gens voyaient passer des convois de grains qui leur passaient sous le nez, qui au lieu d'arriver au marché, prenaient la route ou les canaux. Et c'est beaucoup, il y avait des barges, énormément de barges qui partaient, et puis ils partaient vers le nord, et puis ils partaient là où le prix était bon. Donc Turgot a fait savoir que c'est la loi qui conduit, c'est pas le peuple, et que le peuple n'a qu'à se soumettre. Et Turgot avait un collaborateur qui s'appelait Condorcet, que tout le monde connaît comme un grand humaniste. Et bien je vais vous dire qui a écrit Condorcet. Le peuple ne sera tranquille que quand il saura qu'on a puni quelques-uns de ses brigands. En attendant le mal gagne, je vous exhorte à non pas avoir du courage, mais à ne pas avoir d'indulgence. Et bien on en a pendu. On en a pendu les émeutiers. Parce qu'ils aiment l'outrecuidance d'avoir faim. Et quand, en même temps, Turgot a libéralisé le prix des subsistances, c'est-à-dire que brusquement, les prix du pain et du grain, c'est pas la même chose, mais ça revient au même. Le pain, c'est en bout de chaîne, et le grain, c'est au moment où il arrive sur la place du village. Quand la brusque montée des... Je vais faire court en disant les subsistances, s'est doublée de l'abolition des corporations qui étaient les instances qui protégeaient les ouvriers. Brusquement, les ouvriers, je vous ai expliqué tout à l'heure, se sont retrouvés sans aucune protection de salaire minimum, de rien. Alors il y a eu un moment d'euphorie, on a dit les ouvriers, ils sont leurs propres maîtres. Alors maintenant, on pouvait travailler sans avoir de patron, c'était génial, mais après, il fallait trouver à écouler les produits. Là, ce sont les gros qui ont attrapé. Enfin bon, la prolétarisation du monde ouvrier, ça date de ce moment-là. Avant ça, les ouvriers n'étaient pas des prolétaires, ils étaient des artisans. Donc vous avez un monde ouvrier artisanal qui a fait toutes les merveilles qu'on peut voir. Que se dire, la France est belle parce qu'elle a eu tous ces charpentiers, tous ces menuisiers, tous ces ébénistes, tout ça, c'est ça. C'est le monde du travail qui est brusquement devenu prolétaire, c'est-à-dire une force de travail soumise à un marché du travail. Il n'existait pas le marché du travail avant. Donc il y a des gens qui vont voir Turgot en disant, écoutez, monsieur le ministre, en même temps les salaires baissent et le prix des subsistances monte. Que vont faire les pauvres gens? Ah ben alors attendez, vous allez voir. Il explique, je cite, « Lorsque la cherté élève la denrée au-dessus des facultés du peuple, ce n'est point pour lui-même que souffre l'homme de journée, l'ouvrier, le manœuvre. Ses salaires, s'il était dégagé de tout lien, suffiraient pour le nourrir. Ce sont sa femme et ses enfants qu'il ne peut soutenir. Et c'est cette portion de la famille qu'il faut chercher à occuper, à salarier. Qui a inventé le travail des enfants? Turgot. Il ne l'a pas inventé, il l'a théorisé, il l'a appliqué. Et ça a été repris. Moi, je vous dis, avant, les enfants, ils allaient à l'école et à l'atelier. À l'atelier, c'était un apprentissage. À partir de Turgot, au boulot. Et des boulots payés en fonction du rendement, c'est-à-dire les gosses dans les mines, dans les usines, dans les ateliers, etc. C'est là, c'est les Lumières. Il a créé autre chose aussi, parce qu'il y a eu quand même des ouvriers qui n'arrivaient pas à se soutenir eux-mêmes, donc ils ne pouvaient plus... qui se sont retrouvés au chômage. On a créé des ateliers de charité. Alors l'atelier de charité, c'était quand il y aura misère de l'abondance, quelque part, on la convertira en abondance de main-d'œuvre à bas prix. La famine changeait en route, en canot, en ville nouvelle. C'est-à-dire que vous n'avez plus de travail, ah ben attendez, on va vous en trouver, on vous enferme dans les ateliers de charité, puis alors vous cassez des cailloux, vous faites des routes, c'est des travaux forcés. Travaux d'intérêt général. Pardon? Non, mais travaux d'intérêt général, oui, on peut dire. Ouais, oui, si on veut trouver une comparaison, mais avec une brutalité. Oui, mais avec une brutalité dans l'application qui n'est pas dans les travaux d'intérêt général. Une brutalité, une dureté horrible, horrible, absolument horrible. Et par la même occasion, alors bon, tous ces gens-là, c'était tous des anticléricaux, hein, ils faisaient croix, non, croix, c'était après, c'était au siècle suivant. Non, mais enfin, ils ne pouvaient pas supporter les curés, l'église, le machin, tout ça, c'était des vieilles lunes, la charité chrétienne, tout ça, c'était des bêtises, enfin bon, c'était tous des anticléricaux, mais un jour, ils ont voulu supprimer des fêtes. Alors, ils ont écrit à Monseigneur Christophe de Beaumont pour lui demander de supprimer, je vous le donne en mille, le lundi de Pentecôte. Et Monseigneur Christophe de Beaumont a écrit à M. Turgot « Je ne sache pas, monsieur, que le peuple se soit jamais plaint lui-même des fêtes qu'il célèbre depuis tant de siècles et que vous le plaigniez de célébrer. Ces fêtes existaient quand Colbert portait nos manufactures au plus haut degré de prospérité et rendait jaloux de l'industrie française les peuples voisins, sans en excepter ceux qui avaient secoué le joug des fêtes, en l'occurrence les pays protestants. » Donc Monseigneur Christophe de Beaumont a envoyé monsieur le ministre au plot
Et il a refusé de supprimer le lundi de Pentecôte. Il a fallu attendre M. Raffarin pour que ce soit chose faite. Donc je ne savais pas, moi, avant d'étudier ça, que le lundi de Pentecôte était une vieille fête traditionnelle pendant laquelle les gens ne travaillaient pas parce que c'était leur jour. Je sais qu'à Paris, les gens partaient en vacances de la Pentecôte, parce que dans les procès autour des enlèvements d'enfants, il y a un tas de... Ça se passait au niveau du printemps, et il y a des tas de témoignages qui disent à ce moment-là, j'étais en vacances pour les vacances de la Pentecôte, je suis revenu que le mardi, etc. On voit que c'était quelque chose qui représentait, qui était tout à fait dans la culture de l'époque. Enfin, le lundi de Pentecôte, c'était vraiment le jour de fête, quoi. Il y avait le jour de la Pentecôte où on allait à la messe, et le lundi, c'était pour s'amuser, pour se promener, pour rien faire, bande de feignants. Voilà. Alors...